et bienvenue à l'Académie Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André et aujourd'hui c'est une vidéo interview. Aujourd'hui on reçoit à l'Académie du Gros Son, ou plutôt l'Académie du Gros Son s'est déplacée chez Peter de Wachter qui est un ingé mastering en Belgique dans le studio Ecus. Tout à fait. Peter a travaillé avec plein de gens, il fait des milliers de morceaux par an, mais notamment Stromae, Tiesto, Lost Frequencies. Enfin, Peter est l'ingé son de mastering de choix de plein d'artistes professionnels, que ce soit en Belgique, en France, en Hollande. Il travaille avec plein de gens différents et de genres différents. Et surtout, il travaille sur plein de morceaux que toi, tu as déjà certainement entendu. C'est sûr. Peter, c'est un de ces ingénieurs de division A. On a déjà eu l'occasion d'avoir quelques autres mecs avec qui il bosse aussi, que ce soit Lionel Carpouillet ou Jules Fradet, ou voilà. Donc c'est le même type de profil de gens qui bossent sur tout type de production, des plus grandes, les plus écoutées, ou débutants et amateurs. Plein de choses à partager là-dedans, vraiment cool, donc reste avec nous. Avant de vous lancer dans la conversation avec Peter et Gérald, juste 2 secondes ici sur YouTube, un petit like, si vous avez 3 secondes, parce que voilà, ça nous fait plaisir et ça fait monter les vidéos. Un petit subscribe si ce n'est pas encore fait, parce que tu ne veux pas louper toutes nos vidéos les mardis à 18h toutes les semaines. Et surtout, va sur notre site www.academiedugrosson.com/bonus et là-dessus, tu peux t'inscrire avec ton adresse mail pour recevoir des cadeaux et des bonus très cool pour t'accompagner dans ton aventure du son. Ok, on y va maintenant pour l'interview avec Peter de Wachter de Ecus Mastering. C'est parti. Bonjour Peter. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir invités dans ton beau studio. Je me réjouis de cette conversation parce qu'on s'est rencontrés déjà quelques fois et je sais que c'est toujours plein de super bonnes informations quand on discute. Ah bah c'est gentil, merci. Donc voilà. Bon, je vais commencer direct dans le vif du sujet. La première question, bon on en a un peu parlé maintenant, mais c'est un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à la musique, un petit peu ton parcours en gros jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'ai aujourd'hui 51 ans, donc je fais le boulot que je fais aujourd'hui depuis 30 ans. Ok. Ce qui veut dire que j'ai commencé tout de suite à faire du mastering. D'accord. Dans ma famille, tout le monde était très très musical, donc depuis que j'étais petit, je savais que je voulais faire quelque chose dans ce milieu-là, tout en sachant que j'avais pas de talent de musicien ou quoi que ce soit. Donc, je voulais tourner au bouton. Hein, et donc, voilà, mes parents m'ont dit, OK, mais alors tu vas être le meilleur dans ce que tu fais. Et donc, on m'a envoyé à l'IAD à Louvain-la-Neuve. Ouais. Là, j'ai fait mes études de son. Et en dernière année, on devait tous faire un stage dans un studio de mastering. Okay. Ce qui n'intéressait pas grand monde, parce que moi, je voulais faire de la prod et du mix, comme la plupart. Comme tout le monde. Voilà, oui, comme tout le monde. Voilà, j'ai fait une semaine de stage là-bas. Ouais. Et puis, en dernière année, ce studio m'a appelé en demandant si je voulais intégrer leur équipe. Juste pour des raisons très simples, parce que j'étais trilingue et que je pouvais lire des partitions de musique et ils voulaient quelqu'un pour faire du montage de musique classique. À la grande surprise des autres ingé sons du studio, parce que j'étais techniquement vraiment... pas vraiment top. Mais bon, la direction a dit, bon, t'apprendras au fur et à mesure, etc. Et donc, j'ai commencé là-dedans. Et puis, je me suis dit, après un certain moment, que, en fait, ça m'intéressait beaucoup, le mastering. En fait, ce qui m'intéressait surtout dans la musique, c'est de l'écouter. Et qu'évidemment, le boulot de mastering, c'est écouter la musique à longueur de journée. Donc, petit à petit, je me suis dit, bah, en fait... Cool, c'est quoi le nom du studio, alors, à l'époque ? Digipro. Digipro, ok. Ouais. Et là, on est en quelle période ? Dans les débuts années 90, 91. D'accord, 90 pour nos amis français. Voilà. Ok, donc à partir de là, donc tu commences à dire c'est cool le mastering. Et alors ça évolue comment alors ? Ben c'était encore le bon temps, c'est-à-dire où il y avait des stagiaires qui étaient payés et formés. Ouais. Donc pendant un an, j'ai commencé à. Il faut aussi se rendre compte à ce moment-là, le mastering c'était quelque chose de très. Il y avait beaucoup d'hardware. Ouais. Hein, il n'y avait pas d'ordinateur où les ordinateurs étaient vraiment le petit cube orange comme ça. Donc moi la première chose que je devais faire, c'était mettre les timecodes des débuts et fin des morceaux pour le CD, donc tout était sur des bandes vidéo, donc fait toujours embobiner, et puis on écoutait puisqu'il y avait pas on pouvait rien voir, donc il y avait des bips au début et à la fin des morceaux, et moi je tapais les codes, timecode dans l'ordinateur, on mettait ça sur un floppy disk, donc et on envoyait ça à l'usine, enfin tout était mis ensemble. Donc c'était un premier boulot purement technique. Et puis petit à petit, on m'a demandé de faire des compilations, hein, le meilleur des années, le meilleur du rock, le meilleur et donc j'ai commencé à faire des choses comme ça, où là j'ai dû apprendre évidemment à rendre un album plus homogène, avec des morceaux neufs et anciens, à nettoyer les débuts, les fins, des choses comme mettre des pauses. Hein, et puis voilà, après un an ou deux, on m'a dit tiens, on a un client qui arrive,
Est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour lui? Enfin, tu te sens prêt. Donc, j'ai commencé. Et voilà, au début, c'était vraiment des merdes. Je suis encore désolé. J'ai les noms en tête. Désolé, Junior Jack. J'ai fait des trucs, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, puis petit à petit, j'ai pris un peu confiance en moi. Et alors après, malheureusement, comme beaucoup de ces gros studios de mastering, dans ce cas-ci, ils ont raté le coche du CDR. D'accord. Donc, ils ont toujours pensé qu'on allait continuer avec des bandes vidéo, etc., du hardware, parce qu'à ce moment-là aussi, tout était très, très cher. Donc, il n'y avait pas question que quelqu'un qui avait un petit home studio à la maison puisse faire du mastering ou même presser son propre CD. C'était impensable. Évidemment, ça a changé et ce studio n'a pas vu venir et donc a fait faillite. OK. Et donc, voilà, j'ai dû décider de m'associer avec d'autres ex-collègues. Et donc, avec un autre collègue, lui avait commencé un studio de restauration sonore qui s'appelait Ecus, comme le cheval en latin. D'accord. Et moi, j'ai fait un peu de mastering avec lui. Et puis, petit à petit, ça s'est développé. Et donc là, c'est vraiment... Et ça, on est en quelle année, là ? Là, on est 10 ans plus tard. Donc, c'était début 2000. Ok, d'accord. C'est là que tu t'es vraiment mis à ton compte, on va dire. Ok, et depuis, ça a continué à évoluer jusqu'à maintenant. Donc à partir de là, tu as fait du mastering, tu as commencé... Tu avais déjà du matos à ce moment-là ou comment ça s'est passé ? J'avais un petit peu de matos, mais pas grand-chose, puisqu'on avait un studio commun. Donc voilà, petit à petit, j'ai trouvé un deal avec mon collègue qui faisait de la restauration sonore, qui lui avait quelques clients en mastering pour lequel moi j'ai alors travaillé à sa place. Et avec les heures prestées, j'ai pu racheter le matériel du studio et puis me mettre vraiment à mon compte. D'accord. Entre-temps, on est nouveau 7-8 ans plus tard et j'ai remplacé la plupart des machines. C'est à partir de là que tu as commencé à construire ton studio actuel. Voilà. J'ai commencé en achetant... les premiers achats, c'était les haut-parleurs, évidemment. Oui. J'avais des Genelec 1031, 1032, je crois. Enfin, un modèle semi... et une bonne EQ, Focusrite, et un bon convertisseur, c'était tout. Ouais. Et surtout, un soft, disons, de mastering, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore grand-chose. Donc, ça s'appelait un SADI, que j'ai toujours, qui était... ça coûtait... aujourd'hui, je crois que ça devait coûter... 10 000 €, enfin un truc 15 000 €. C'était vraiment une machine avec des cartes, comme les cartes UAD. Donc j'ai commencé avec un setup relativement simple. Aussi parce qu'à ce moment-là, mon boulot, c'était plutôt encore de faire des compiles. Et des aspects techniques. Oui, voilà, parce que c'était le moment des compiles aussi. Il y avait encore beaucoup de majors. En Belgique, il y avait Universal, BMG, Sony, Virgin. Et chacun sortait leur best-of de l'année, par exemple. Donc moi, ça me faisait déjà 20 albums en décembre, juste le best-of. Et donc, de ce côté-là, j'avais énormément de boulot. Et il y avait d'autres studios plus... développés, qui eux s'occupaient plutôt des artistes eux-mêmes, des albums d'artistes, des choses plus artistiques, et c'était pas au début pas mon but. Moi je voulais de toute façon écouter de la musique, donc c'est juste avec le temps que petit à petit j'ai rencontré des artistes qui voulaient quand même faire leur album chez moi, et j'ai eu de la chance aussi 3-4 fois dans ma carrière d'être au début d'une carrière d'un artiste qui a explosé. Qui a explosé après, Donc, ça a commencé avec DJ Tiesto, qui était un DJ hollandais, pour lequel j'ai commencé à faire ses premières prods, des remixes, et puis brusquement, ça a explosé. Donc, ça a amené du boulot. Donc, tout ce qui était trends hollandaise et tout, brusquement venait chez moi. Donc, je travaille encore et toujours pour ce label à Breda, qui s'appelle Black Hole. Puis après, un peu plus tard, il y a évidemment Stromae. Et puis, il y a eu Lost Frequencies, par exemple. Donc, tous des gens qui... Donc, chaque fois, ça te donne un boost, évidemment, un peu à la notoriété. Et donc, aujourd'hui, les compilations, déjà, il n'y en a plus beaucoup, avec tout le streaming, etc. Les gens font leurs propres compiles. Mais heureusement, ça a été remplacé par tout le boulot plutôt artistique. En fait, c'est ça. Et du coup, tu as dû évoluer un petit peu dans ta façon de... Enfin, ça a dû, suppose, se faire au fur et à mesure, dans ta façon de travailler, d'écouter. Tu as peut-être repensé ton matériel en fonction de cet aspect-là, j'imagine. Oui, donc j'ai acheté évidemment des machines plus chères, plus de haut niveau. Plus important, je trouve, pour moi, c'était un travail sur moi-même, d'avoir plus confiance en moi aussi. Parce que tant qu'on fait des compilations... prends pas de risques, vraiment. Trop de risques. Dès que tu commences à travailler avec des artistes, et surtout des artistes très connus qui ont des attentes, ou par exemple qui vont normalement à New York ou à Paris, et puis brusquement qui viennent chez toi, un peu. Oui, je suis un peu stressé quand même. Donc c'est sur moi où j'ai dû me dire, ok,
Peter, avec le temps, maintenant, tu peux regarder, tu as un palmarès, les gens viennent pour toi. N'essaye pas de copier les autres non plus, hein, parce qu'avec toutes ces questions de volume sonore, etc., tu as toujours tendance à te dire « Oh, le studio là, il va beaucoup plus fort. » Moi aussi. Mais j'ai dû me calmer un peu moi-même en disant non, s'ils viennent chez toi, c'est parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Donc continue. Voilà, c'est surtout ça qui a changé et qui a, chez moi, demandé beaucoup de boulot. D'accord. Ouais. Donc c'est plus le travail sur toi-même que l'investissement matériel qui a été important. Tout le monde peut acheter des machines. Enfin, je veux dire, c'est. Puis en mastering, ce sont souvent les mêmes qui reviennent aussi. Si tu veux un bon compresseur, une bonne EQ, bah, tu as le choix entre une dizaine de machines à 10 000 euros. Voilà, tu prends celle-là ou celle-là, tu peux pas vraiment te tromper. C'est plus la personne qui fait le son que vraiment la machine. Voilà. Bien sûr. Ouais. Donc du coup, tu as toujours appris sur le tas, il n'y a jamais personne, à part au début où on t'a montré, j'imagine, tu n'as pas vraiment du coup travaillé avec des mentors ou tu as fait l'école, on t'a mis, tiens, vas-y, fais les compiles, et puis après, tu n'as jamais vraiment travaillé pour quelqu'un ou tu as assisté Au début, j'ai assisté, pendant la première année, j'ai assisté évidemment... Voilà, je faisais les petits boulots techniques et puis le reste du temps, j'allais en studio à côté de... Et tu les voyais faire des masterings plus... Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'étais formé, évidemment, aussi. Okay. Bon, pendant mes études, il y avait un petit cours de mastering, mais vraiment basique, mais c'est après, grâce aux autres ingé-sons, que j'ai quand même appris oui, donc tu as encore eu cette chance un peu, comme on dirait, à l'ancienne, de pouvoir voir d'autres travailler. Voilà. Okay. Par contre, j'ai jamais été dans un autre studio de mastering. Donc ça... Ah oui. J'aimerais bien voir comment les autres travaillent. Être une petite souris, aller... Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, il n'y a pas... je pense pas qu'il y ait vraiment de trucs, genre tu vois, les mix with the masters ou des trucs comme ça n'existe pas en fait pour le mastering. Non, et puis ce serait pas... Enfin, peut-être que... comment expliquer ça à part votre chaîne de tutos, etc., que j'apprécie beaucoup, et il y a quand même beaucoup de charlatans ou des gens qui... Je me dis, si tu fais des masterings et qu'en même temps tu as le temps de donner des cours, etc., c'est que tu n'as pas assez de boulot de mastering. Et donc, souvent, ce que j'entends, moi, je me dis, mais enfin, c'est pas vrai ce qu'il dit. Évidemment, comme partout en mix et en prod, chacun a sa façon de travailler et sa vision de son métier, évidemment. Mais comment dire, donc je sais pas toujours comment les autres travaillent. C'est vrai que oui, pour le mastering, ça reste un peu plus obscur. Je crois que c'est pour ça aussi que ça reste un peu obscur pour les gens, parfois, ce que c'est exactement le mastering. Oui, si je dois expliquer mon métier, ce qui est obscur, c'est que c'est pas concret. C'est-à-dire, quand tu mixes, tu mets de la reverb, tu mets pas de reverb, ça s'entend. Ici, ce que beaucoup de gens oublient ou ne se rendent pas compte, c'est que moi, je ne fais que peaufiner tout le boulot qui a été fait avant. Tout à fait, ouais. Donc, moi, je suis en bout de chaîne. Donc, tout ce que moi, je fais, c'est dans un studio que je connais bien, où je suis à longueur de journée, j'écoute de la musique dans tous les styles différents, et puis je vais écouter le mix. Et en 10 secondes, puisque je suis habitué à écouter ici, et je connais mes haut-parleurs, en 10 secondes, moi, je peux avoir une impression du mix en disant « Oh, il y a quand même beaucoup de subs par rapport à tout ce que j'entends. » Bien sûr. Où la voix n'est pas assez forte. Ce qui arrive souvent, par exemple, les rappeurs, ils écrivent souvent leur texte, et puis ils ont un beat, et ils se concentrent sur le beat parce qu'ils savent ce qu'ils disent de toute façon, ils vont mettre le kick bien fort, il faut que ça pêche, etc. Résultat, après, quand moi j'entends le mix, je comprends pas le texte. Je comprends rien, Et donc, mon tout premier rôle, c'est de me faire un peu l'avocat du diable et de trouver tout ce qui pourrait poser problème. Et sans même avoir touché au bouton, parce que parfois, je ne touche pas au bouton. Mon rôle, c'est la consultance, en fait. Moi, j'écoute le boulot qui a été fait avant et après, et puis je leur dis, voilà, le hi-hat est un peu fort, peut-être il y a des choses un peu moins techniques, comme ton intro est peut-être longue. Parce que mon boulot aussi, c'est d'être au courant de tout ce qui se passe dans le métier de la musique aujourd'hui. Donc, si quelqu'un arrive avec une chanson de 5 minutes, pour aujourd'hui, il doit y avoir une raison pour laquelle elle dure 5 minutes. Par rapport au TikTok, etc., aux streams de Spotify. On sait qu'après 30 secondes, ce n'est qu'après 30 secondes que le stream compte. Si tu fais des chansons de 5 minutes, si les gens écoutent une fois, ça ne fait qu'un stream. Si ta chanson fait 2 minutes, tu peux en faire 3 de 2 minutes, ça te fait 3 streams. C'est des choses très commerciales, mais il faut y penser. Bien sûr, Et donc, je peux parfois discuter avec le client en disant « Ton intro est quand même très, très longue, tu vois. » Il est possible que des gens qui écoutent et qui ne te connaissent pas, après 30 secondes, te disent « Ça n'a pas encore commencé » et ils zappent vers une autre chanson. Donc, ce sont ce genre de discussions-là que j'ai avec le client. Et puis seulement après, on va essayer de corriger et voir au niveau du mastering ce qu'on peut changer. Ça, c'est le premier rôle de l'ingé son. Mais c'est pas concret parce que c'est surtout de l'écoute. Et parfois, les gens disent « Mais t'as rien fait !» Et ils ne se rendent pas compte que non, si, c'est mes 30 ans d'expérience qui comptent. C'est ça que tu payes aussi. C'est pas les 5 minutes que moi j'ai
que j'ai passé à travailler sur ton ou à écouter ton morceau. Hein. C'est l'expérience que tu payes. Moi, je mets mon sceau sur ton mix en disant, moi, Peter de Ecous, j'approuve le mix, j'ai fait un mastering, et s'il y a un problème après, c'est ma responsabilité. Ouais. Je travaille pour des très gros labels qui ont tout un sous-label, et bien certains artistes font leur propre mastering, ou les producteurs. Donc le label m'envoie le master terminé. Et ils me disent, tu peux checker. Pour être sûr. Et moi j'écoute, je check si techniquement c'est bon. Si vraiment il y a un truc à l'oreille qui me gêne, je leur dis aussi. Mais après, je mets mon sceau en disant, voilà, c'est approuvé. Ça devient à ce moment-là mon master. Ok, mais ça c'est très intéressant parce que ça me fait rebondir sur une idée globale, c'est que ça a complètement changé dans le sens où maintenant, parce que les exemples que tu as pris en fait sont des gens qui font beaucoup plus eux-mêmes. Avant, normalement, ça passait, et c'est encore le cas dans certains cas sur ces gros artistes, mais ça passe dans les mains d'un mixeur. Je suppose que quand ça passe vers un mixeur, comme par exemple avec Lionel, qui on a déjà fait une interview, quand lui t'envoie quelque chose, c'est pas la même chose, t'as pas le même travail que pour un rappeur qui a fait ça de son côté. Donc du coup, les gens travaillent beaucoup plus tout seuls à la maison, de A à Z, et toi, t'es la seule personne professionnelle, on va dire, de tout le circuit, et donc du coup, maintenant, t'as une intervention qui a complètement changé à ce qu'on pouvait y avoir il y a 20 ans, alors du coup. Quand le mix est vraiment mixé par un professionnel, mon boulot est de préserver ce qui a été fait. Ouais. Donc, j'essaie de faire le moins possible, et de préserver tout ce qui est transitoire, balance, etc. Parce que tout ça a été fait pendant le mix. Et les artistes ont payé parfois beaucoup d'argent. C'est ça. Et il y a parfois un directeur artistique, et donc les histoires d'intro, de machin, normalement tout c'est leur taf. Ouais. Et donc vraiment, là, mon rôle est un vrai rôle de mastering, c'est-à-dire écouter, éventuellement booster, ou en tout cas m'arranger pour que ça sonne bien en streaming, sur un vinyle ou des choses comme ça. Et quand il y a un album, m'arranger pour que tout soit homogène et que les pauses soient bien faites, etc. Ouais. Donc c'est vraiment de la finition. C'est le mastering comme on l'imagine, classique. Tu écris un texte, un mémoire, un article. Toi, tu l'as lu 20 fois, tu dis il est parfait, tu le fais lire par quelqu'un d'autre, et il va tout de suite te dire là, t'as oublié un point, là, je comprends pas la phrase, là, tu répètes 3 fois le même mot, des choses où tu dis c'est vrai, je l'avais pas vu. Hein, ça, c'est le vrai boulot de mastering. Ouais. Mais évidemment, aujourd'hui, comme au moins 80% de mes clients font tout eux-mêmes, mon boulot est en effet, comme tu dis, je suis presque parfois la première personne professionnelle qui rencontre de tout le processus. Pendant la prod. Ouais. Et malheureusement aussi, souvent, c'est trop tard. Je veux dire, moi, je suis en bout de chaîne, donc il arrive des choses où on va essayer de rafistoler. Ouais. Hein, et donc, c'est pour ça que le métier de mastering a évolué et est devenu un métier quand même fort artistique aussi, parce que on est là pour quand même... C'est pour ça aussi que, on peut en parler plus tard, mais on travaille de plus en plus avec des stems, avec des groupes de pistes, pour essayer de rebalancer des choses, de récupérer des problèmes, des basses qui sont trop fortes, ou des S trop présents. Mais au départ, c'était pas ça mon boulot. Non, et ça fait... Tu t'estimerais, ça fait combien d'années tu as senti cette évolution? Ça fait combien de temps maintenant que c'est devenu... Ça a évolué vers ça? Depuis une petite dizaine d'années. Et toi, ça te paraît naturel de faire ça? Je veux dire, naturellement, tu t'es dit, tiens, je vais leur dire, il faudrait peut-être faire ça, attention les mecs, là, votre charlet, votre machin. Je ne sais pas si les autres font comme ça. Pour moi, je ne m'attendais pas, en fait, à ce que ça puisse, que ton job puisse évoluer à ce point-là. Mon boulot, c'est d'accompagner les artistes. Ouais. Et évidemment, plus les artistes ont du succès, plus moi, je vais avoir du succès aussi. Donc, j'essaye d'avoir une relation de confiance avec l'artiste. Donc, avec beaucoup d'artistes, Brian Stromae, on a fait quand même les 3 albums, disons, solo, vraiment ensemble, avec Lionel, qui est le mixeur. Ouais. Donc, on a une relation de confiance. Donc, si moi, je trouve que le mix n'est pas bon, je ne dois pas prendre des pincettes. C'est ça. Et je peux dire à Lionel, écoute, je crois que c'était peut-être pas ton meilleur jour, et est-ce que tu pourrais voir ceci, cela? Et il va pas être fâché. Je crois que c'est ce qu'il veut, même. Voilà. Et vice-versa aussi. Lui va me dire, écoute, ton master, là, t'as poussé à fond, c'était pas ce qu'on voulait. Ouais. C'est arrivé avec tout début, je crois, à Alors on danse. Non, avec Papa Outé, il y a un synthé. Où moi, je pensais, grosse truc dance, faithless, j'ai mis à fond. Avec les EQ, j'ai fait ressortir, et après, Lionel m'a dit non, c'est pas du tout ça qu'on veut. Et je ne suis pas fâché, c'est pas de problème, on fait une V2 parce que c'est une relation de confiance. C'est évidemment plus compliqué avec des gens que je ne connais pas ou qui ne me connaissent pas. Et quand le mix est bon, il n'y a souvent aucun problème, et c'est quand il y a des problèmes de mix que là, les discussions commencent, et donc il vaut mieux alors se faire confiance. Et alors, il vaut mieux, mais ce n'est pas toujours le cas, être sur place aussi. Puisque... 90% de mes clients, enfin tout se fait par Internet.
Ouais. Et donc, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a je trouve que le mix n'est pas bon ou quoi, parfois je me dis, il serait mieux qu'il soit ici sur place. Parce qu'alors, on entend la même chose via les mêmes haut-parleurs. Et alors, je me dis, t'entends la basse, là, il y a un problème. Parce que parfois, les gens, chez eux, je ne sais pas sur quoi ils écoutent. Donc, il est possible qu'ils n'entendent pas le sub. Et que moi, ici, tout le studio vibre. Et donc, parfois, ça devient des longues discussions. Et puis, parfois, ça n'arrive pas souvent. Mais sur les 3 000 à 4 000 projets que je fais chaque année, il y en a toujours un ou deux où on s'arrête au milieu parce qu'on ne parvient pas à trouver un bon compromis, où on ne se comprend pas. Mais moi, je trouve ça super que tu prennes ce rôle-là. C'est logique, je veux dire, c'est cohérent. Après, je me dis, ça doit être quand même un surplus de travail aussi pour toi qui a déjà beaucoup avec le mastering. Mais du coup, c'est un travail en plus du coup, que tu fournis, que tu dois fournir pour pouvoir avoir ce cachet validé d'une certaine façon. Oui, mais je suis payé pour ça. J'essaye de... aussi quand je reçois des commentaires sur mon travail aussi, je me dis, ce ne sont pas des manches qui me demandent ça. Enfin, il ne faut pas prendre tous les home studistes, ou comment on dit, pour des manches. Enfin, je veux dire, la plupart sont très bons ou ont appris beaucoup de choses. Donc, si moi, on me dit, tiens, je trouve que ton master, c'est là, je veux dire, il faut être ouvert d'esprit des deux côtés. Et ça prend un peu plus de temps, c'est vrai. Mais finalement, le mastering en lui-même ne peut prendre que 4-5 minutes, parfois le temps de la chanson. Si le mix est correct, on passe dedans par des compresseurs, on se dit wow, ça sonne super bien. Voilà, il ne faut pas trop chipoter. Donc on a un peu de temps aussi pour après, quand je renvoie au client en lui disant c'était super ton mix, mais à mon avis, il y a peut-être ceci ou cela. Et après, c'est à lui de décider, évidemment. Je dis aussi toujours... mon boulot, c'est d'un peu prévenir aussi les grosses erreurs possibles. Donc, si quelqu'un veut un tatouage en pleine figure, je vais lui dire, OK, mais attention, si après tu veux l'enlever, ça va être compliqué. Mais s'il le veut vraiment, moi, je lui mets son tatouage en pleine figure. Et c'est en musique aussi. Donc... ça, c'est mon boulot, c'est de nouveau l'avocat du diable, me mettre à la place d'un auditeur moyen et de dire là je m'emmerde, là ça change. J'ai fait un album pour un artiste, il est venu avec 18 chansons, finalement l'album n'en a que 12. Parce qu'on avait discuté, et puis j'ai été franc, lui disant ça ressemble trop, comme souvent, à du sous-Stromae, et moi, c'est plus le moment, cette chanson-là, elle est techniquement pas top par rapport aux autres, et puis on en discute, et puis finalement, il a décidé d'en enlever 6, et je trouve que le résultat final n'en est que meilleur. Moi, je trouve ça super, mais pour finir, tu fais le travail, tu deviens presque mixeur, directeur artistique, mais c'est dans tout le milieu de la musique que tout a bougé. C'est dû à l'évolution, voilà. Je crois que avant, il y avait un vrai producteur, un vrai directeur artistique, qui lui faisait le lien entre l'artiste et toute la technique. Donc, si l'artiste vous disait « ouais, je veux quelque chose de grand », alors le directeur artistique disait au mixeur « il faut de la reverb » ou des delays, ou des choses comme ça. Il traduisait ce que l'artiste voulait. Maintenant, malheureusement, souvent l'artiste, il est tout en même temps. Il est artiste, en plus il est producteur. Il doit tout connaître un peu de la technique pour expliquer au mixeur ce qu'il veut. Le mixeur lui-même est devenu producteur aussi, parce que si on dit il faut de la reverb, c'est au mixeur à choisir la bonne reverb et de savoir dans quel style de musique on est, etc. Alors qu'il y a 30 ans, mais il y avait une personne qui avait ce rôle-là. Et donc je crois que c'est dans tous les métiers, tout s'est un peu mélangé. Le mixeur devient producteur, c'est pour ça que dans les études de son comme à l'IAD, ils sont obligés de rajouter une année master où on apprend à faire des loops et à produire et à nettoyer et faire des choses qu'au début un mixeur n'était pas censé faire. Et au mastering, c'est un peu la même chose aussi, on devient un peu, je ne vais pas dire producteur, mais avant c'était un rôle vraiment purement technique, où on prenait le mix, dans les années 50, 60, c'était le mix qui était le master. Il sortait du studio, c'était le master. Et il n'y avait pas vraiment de mastering. Le rôle du mastering, en fait, c'était à l'usine de pressage, où on faisait une petite EQ technique pour que le vinyle sonne le plus proche possible du mix. Donc c'était purement technique. Mais voilà, petit à petit, ce métier a évolué, comme beaucoup d'autres dans la musique, et aujourd'hui, on est un peu... C'est un peu le problème du mastering, c'est devenu un peu un fourre-tout. Comme je dis, je reçois parfois des stems avec 32 pistes, et je me dis, mais moi je ne sais pas mixer, c'est pas mon boulot. Et puis tu mets toutes les pistes ensemble, et puis ça ressemble à rien du tout. Et puis tu fais quand même une sorte de mastering, et après on te dit, ouais, on a oublié de mettre les backings. Ça, c'est un peu le problème que j'ai, c'est pas le problème home studio, c'est le manque un peu de discipline parfois.
Oui, la connaissance du métier. En fait. Voilà. Et que si on m'envoie 32 pistes, ben, les pistes, souvent, elles sont nommées de 1 à 32, sans que je sache ce qui est quoi. Et puis, quand il y a un album, le deuxième dossier est aussi nommé de 1 à 32. Donc, moi, quand j'importe ça dans mon ordinateur, il commence à faire des 1.1, 1.2, mais c'est un gros bordel. J'imagine. Et ça, c'est un peu ce qui, parfois, qui manque un peu, c'est d'être un peu plus strict, aussi d'écouter son mix, une fois que le mix est exporté, de le réécouter avant de l'envoyer, parce que 9 fois sur 10, je reçois des mix où après on me dit ah oui, on a oublié ceci, ou là il y a l'autotune qui s'est mal, qui ne s'est pas déclenché ou pas comme on voulait, et il faut refaire le boulot. Et voilà, donc ça c'est un peu ce qu'il y a l'évolution. Et du coup, parce que toi, tu as vraiment été d'un extrême à l'autre, en fait. Donc, tu as commencé juste avec l'aspect technique où le mastering, c'était de faire des compiles, puis ça a été un travail de plus en plus conséquent. Maintenant, tu as presque pris la casquette tout mélangée, et tu vois ça comme une... Vu que tu as tout connu, tu vois ça comme une bonne chose maintenant, ce développement des technologies des home studios, ou c'est juste tu vois ça comme une évolution La bonne chose, et on avait ça surtout au début, disons, quand j'ai expliqué avec l'arrivée des CDR, etc., c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui très très capables, qui avaient un home studio et qui ont quand même chamboulé artistiquement la musique. La musique, ouais. C'est-à-dire que des choses qu'un label n'aurait jamais accepté de sortir, pouvaient brusquement sortir et sont devenues des hits mondiaux. Ouais. Parce qu'ils ont utilisé la compression d'une façon différente. Ils ont eu, je sais qu'il y a début des années 90 ou 94, 95, il y avait Benny Benassi avec Satisfaction, où il y avait une sorte de sidechain sur le synthé et ça pompait à fond. Et je me souviens que moi j'ai dit mais c'est quoi ce truc ? Il y a un gros problème, ça pompe. Hein ? Et c'est sorti, c'est devenu un hit mondial et un classique, et justement parce qu'ils avaient utilisé les compresseurs d'une façon complètement différente de ce que nous, on était censé faire. Donc de ce côté-là, et ça arrive tous les jours, qu'il y a des choses complètement bizarres, et qui finalement, on se dit, ouais, en fait, c'est super cette idée. Hein ? Donc de ce côté-là, ça, c'est le côté positif. Le côté moins positif, c'est que, je dis toujours, ça fait que tout le monde peut maintenant sortir sa chanson, et le problème, c'est que tout le monde le fait. Et que donc, on arrive à un point où il y a 80 000 nouvelles chansons par jour sur Spotify, et que souvent, les vraies bonnes chansons ou les bonnes prods se retrouvent du mal à sortir du lot. Oui, et on est un peu dans un monde de la grande gueule, où ce sont ceux qui gueulent le plus et qui ont je sais pas, peut-être les clips les plus flashy, etc., ou qui créent un peu le scandale, pour pas faire vieux, mais ou le hype ou le buzz qui finalement surnage. Et je vois tous les jours des super artistes avec des super albums où moi je me dis ouais, ça va être le gros hit, et puis finalement il se passe pas grand chose. Et ça c'est un peu la jungle. C'est le revers de la médaille. Quoi. Voilà, ouais. Ok. Mais c'est super parce que je veux dire, toi justement t'es le mieux placé pour avoir, vous savez, de ton poste. C'est vrai que c'est une analyse très intéressante. On en a déjà un peu parlé maintenant. Donc quand tu abordes un mastering, le premier truc que tu fais, tu écoutes. On oublie le truc où tu dois faire un retour à l'artiste, il faut changer de truc. Le mix, c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, comment tu abordes ? Donc, tu mets le morceau, tu écoutes, et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais d'abord passer par... j'ai donc beaucoup de machines à lampe, des compresseurs, des EQ, etc. Donc, je vais d'abord passer par mon compresseur multibande et par un Phoenix, un compresseur stéréo, et écouter ce que ça donne. Si le mix est bon, le fait de juste passer par ces deux machines-là va me donner vraiment une idée de comment ça va sonner au final. Donc ça va faire ressortir, ça va élargir le mix déjà naturellement. On va gagner en rondeur. Les aigus qui au début étaient peut-être un peu agressifs vont être un petit peu adoucis par le côté analogique. Et ça c'est le premier pas. Avant de faire une EQ ou quoi que ce soit. Donc c'est avant de faire même couper dans le sub, rien du tout, on passe d'abord par les compresseurs. D'accord. Après, j'écoute, s'il y a un problème, par exemple, il y a trop de sub, et donc mon compresseur doit travailler un peu trop, je reviens en arrière et je commence à utiliser mes EQ. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser les EQ. Soit je les utilise sur le mix lui-même avant de passer par la chaîne, soit je passe par ma chaîne et j'utilise des EQ tout en bout de chaîne. Souvent alors un plug, ou bien j'utilise dans ma chaîne analogique, je commence avec mes EQ analogiques et puis je passe seulement au compresseur. Donc il y a plusieurs façons de travailler. Tu choisis en fonction de l'outil, en fonction de la couleur, de ce qu'il faut faire, de l'importance du problème. Et de mon intuition et de mon expérience. Parfois on me demande d'expliquer, mais je ne sais pas toujours expliquer parce que je fais ça automatiquement. Mais je passe d'abord par mon compresseur, je pousse parce qu'on peut gagner vite 5, 6, 7 dB. Et je me dis, comment est-ce que ça sonne
Parce que comme j'ai dit précédemment, j'essaye, avec des bons mix, de préserver tout le boulot qui a été fait, donc j'utilise le moins possible. Okay, j'essaye d'éviter l'erreur qu'on peut parfois faire, de déjà faire une EQ, automatiquement en se disant on va couper dans les basses, automatiquement on va déjà pousser les aigus, et puis on passe par les compresseurs, et puis on se dit maintenant il y a trop d'aigus, et remettre une EQ après pour baisser les aigus, alors qu'on aurait mieux fait de revenir tout à fait en arrière, et de la première EQ qu'on avait utilisée pour booster les aigus, peut-être adapter celle-là, plutôt que d'essayer de rajouter un plug pour chaque fois corriger une erreur qui engendre une autre erreur qu'on va encore corriger avec un autre plug. Donc ça aussi, en bout de chaîne, quand j'ai mis mes EQ, mes compresseurs, je vais quand même chaque fois rechecker chaque étape et voir est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que je peux pas, avec la même machine, juste en boostant un peu plus les aigus, est-ce que cet autre plug alors est nécessaire ou pas, et alors j'essaye d'enlever le gras et des choses non nécessaires. Et là, j'essaye de trouver la couleur générale du son. Évidemment, il y aura déjà un peu plus de volume, mais c'est vraiment une étape plus artistique. Après, je rentre dans le SADI qui sert à faire les montages, etc. Et là, j'ai les plugs qui vont être plus techniques. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes de phase, les basses sont, par exemple, trop larges, ce qui peut poser des problèmes en vinyle, par exemple, j'utilise un plug numérique pour rétrécir la stéréo. Si finalement le master est bon, mais je trouve que les S sont encore un peu durs, je peux utiliser un plug pour DSC légèrement. Donc ça, c'est les plugs que j'utilise pour faire des choses plus techniques, ou parfois qui sont impossibles à réaliser en analogique. C'est-à-dire, il y a des plugs qui font des trucs complètement bizarres et on ne sait pas très bien ce qu'ils font, souvent avec un bouton. Voilà, mais ça peut être utile aussi. Mais je fais tout ça à la fin. Et j'entends une version complète, c'est-à-dire avec tout le côté analogique et les plugs. Mais je n'enregistre que l'analogique. Et une fois que c'est enregistré, je refais un print avec mes plugs. Ce qui fait que j'ai chaque fois 2 versions du même master. J'ai une version purement analogique et j'ai une version complète, hybride. C'est ça. Ce qui me permet, si par exemple l'album est terminé et que le mois d'après on me dit oui mais on va aussi le sortir en vinyle, je suis pas obligé de recommencer à zéro, mais je peux prendre les versions analogiques et faire un recall des plugs et les corriger en fonction du vinyle. Puisqu'évidemment, en analogique, c'est plus compliqué, il n'y a pas de mémoire, donc je peux pas... Alors, soit je dois prendre des fiches et noter manuellement cette EQ, elle est là, ou il y a des softs comme Studio Recall, où on peut... mais ça prend du temps, et moi, j'ai pas la patience, de toute façon, soyons francs. Donc, voilà, et j'ai pas énormément de machines non plus, donc je me souviens en principe de ce que j'ai fait. Mais bon, alors j'ai cette version analogique-là, et c'est plus simple alors de juste ouvrir les plugs et de retoucher. Et alors là, on parle d'une chanson aussi, évidemment. Oui. Mais ça, c'est facile, en fait. Masteriser une chanson, c'est relativement facile. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand il y a un album, un EP, des remixes, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs chansons. Et donc, ça devient une sorte de puzzle où on a plusieurs morceaux et il faut les mettre ensemble pour que ça devienne homogène. Et alors là, ça devient plus compliqué parce que le premier morceau que j'ai fait, il va me servir un peu de référence au reste de l'album. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va peut-être se retrouver avec des mix qu'on ne parvient pas à mettre dans cet album-là, où il y a des mix qu'on peut mettre beaucoup plus fort, par exemple, que d'autres. Mais il faut se retenir à ce moment-là en se disant non, parce que ça ne va pas aller avec l'album. Et il y a 20 ans, on pouvait encore faire un mastering différent pour les radios ou pour le CD single parce que tout était en physique. Et maintenant, avec le streaming, on ne peut pas. Donc, le master que j'ai fait pour le single, même si j'ai fait il y a 6 mois, doit en principe être le même que celui du CD ou de l'album complet 6 mois après. Donc, donc, c'est ça, pour moi, la difficulté du boulot, c'est une fois que tu as fait une chanson, très bien, mais et en plus, si c'est enregistré dans des studios différents, par des producteurs différents, c'est ça qui est compliqué. C'est le vrai challenge, quoi. Et à ce moment-là, si on t'en donne un album à mixer, enfin à masteriser, tu fais déjà un premier et tu envoies à l'artiste pour en avoir un validé, pour avoir la référence, ou tu fais tout et puis tu vois ce qui se passe? Alors, idéalement, je travaille en 2 étapes. Je fais, comme j'appelle ça, le gros œuvre, c'est-à-dire je fais un mastering complet de l'album
intuitivement, c'est-à-dire rapidement. Ouais. Hein, une fois que je suis dans ma lancée, je fais le premier, puis je fais le second, troisième, et on fait tout. Tac. Voilà. Je fais des pauses. Dans l'énergie du Voilà, truc, je fais une sorte de squelette de l'album qui est prêt à 80%, disons. Ouais. Je sais, il y a parfois des clics, des craquements, on va peut-être changer l'ordre des morceaux, etc. Mais au moins, on a une base. Alors, c'est concret aussi pour l'artiste ou le client, parce qu'il peut écouter quelque chose. Au lieu d'en discuter pendant des heures, non. Il écoute une première version. D'accord. Et après, on revient, idéalement le jour après ou quelques jours après, et on fait la deuxième étape qui est plus en finesse, c'est-à-dire où moi je prends un café et je lis un bouquin ou je vais sur Internet et j'écoute l'album. Et là, je vais entendre des choses que j'ai peut-être pas entendues en zappant comme ça entre les morceaux, mais je vais peut-être entendre une pause qui quand même est très courte ou trop longue, ou une intro de guitare qui, par rapport, par exemple, tu as la fin d'une chanson qui est... Et puis tu as une guitare solo, et puis parfois la guitare solo, elle a l'air plus forte que tout l'orchestre ensemble. Alors au moment même du mastering, ça t'a pas gêné, mais quand tu écoutes l'album en entier, oui. Hein, et donc là, je travaille sur ce genre de problème-là, pour avoir quelque chose d'encore plus homogène. Et en même temps, idéalement, je reçois les retours de l'artiste, qui va me dire on a changé l'ordre, là je trouve que ma voix elle sonne moins bien, et puis à ce moment-là on regarde comment on peut résoudre le problème. Est-ce que c'est une question de mastering ou est-ce qu'il faudrait idéalement revoir le mix? Ce qui avec les home studios est plus simple parce que comme c'est at home, c'est plus simple de retoucher un mix que de devoir retourner en studio évidemment. Voilà. Parfois les clients quand ils sont en studio ils ont leur portable avec eux et on retouche le mix en direct aussi, c'est possible. Aussi. Ah ouais. Ok, oui, bah oui. Ok, cool. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe de A à Z pour toi quand tu masterises. Est-ce qu'il y a du hardware que tu aimes vraiment bien et ça tu sais pas faire sans, ou des plugins, ça c'est devenu des classiques et je sais qu'on en a déjà un peu parlé, des fois tu essayes d'autres machines, mais est-ce qu'il y a des trucs vraiment pour toi qui sont indétrônables dans ton travail? Si on me demande si soit le studio brûle, n'espérons pas, ou si je devais recommencer, etc., qu'est-ce que je prendrais en premier? Ce sont évidemment mes haut-parleurs. Eh oui. Hein, ça, c'est... J'ai les PMC depuis longtemps. Entre-temps, il y a d'autres parleurs à la mode, comme des Key ou des... voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce sont mes haut-parleurs depuis très longtemps et c'est la première chose que je prendrai avec moi. D'accord. À côté de ça, j'ai une EQ qui est mon TubeTech multiband, qui est que moi, personnellement, j'adore. Et je sais que d'autres personnes n'aiment pas du tout, mais bon, c'est pas pour tout. Hein. Moi, j'ai beaucoup de boulot. Voilà. Et donc, voilà, c'est parce que comme j'ai expliqué avant, c'est la première chose que je fais, c'est le passer dedans, parce que je peux booster, je peux jouer sur le pan, gauche-droite, et je l'utilise plutôt comme une EQ. C'est-à-dire que j'ai 3 bandes de fréquences, je vais compresser très, très légèrement les 3 bandes, les basses, médium, aigus, et puis j'ai un bouton de gain par bande, et je vais utiliser ça comme une EQ, comme en bagnole, à la grosse louche. On booste les basses, ou on booste un peu les aigus, ou sans être trop précis. Hein, et je trouve que ça donne déjà un super résultat. Donc ça, j'en ai 2 même, en fait. Parce que s'il y en a un qui est en panne, je dois tout de suite pouvoir switcher sur le deuxième. Donc là, j'en ai 2 que je fais réviser tous les ans aussi. Parce que comme c'est de l'analogique multiband, c'est très fragile aussi. Donc ça peut vite être déréglé. On n'en fait plus beaucoup des multibandes analogiques parce que c'est des machines un peu fragiles. Hein. Mais bon, moi, j'adore. Voilà. Après, j'ai une EQ Knif qui m'a coûté beaucoup d'argent, qui est une EQ aussi à lampe, qui peut travailler aussi en MS, donc en mid et side. Voilà, qui pour moi, déjà le fait, quand tu tournes au bouton, tu sens que c'est bien fait. Et c'est important pour moi aussi, hein, même pour le monitoring, etc. Moi, je dois avoir des machines qui fonctionnent à longueur de journée et pas qui commencent à crachoter après une semaine. Hein, évidemment. Parce que moi j'utilise ça. Donc tout ce que j'ai acheté est bien fabriqué et relativement cher, mais j'ai pas énormément de matos évidemment. Je suis pas un studio qui a besoin de 20 micros et de 10 guitares, etc. Et puis petit à petit j'ai développé des choses importantes, mais qui étaient plus chères aussi, comme des bons convertisseurs. Donc j'avais une Antelope Pure 2 qui marchait très bien et qui pour le prix faisait tout. AD, DA et clock. Enfin, hein, mais bon, et pour l'image que les gens ont du studio et pour moi-même aussi, j'ai acheté les laveries AD et un DA. Ça, c'est des choses un peu plus luxueuses. Et tu as senti une amélioration? J'ai l'impression.
Ouais, mais c'est des petits... De nouveau, le mastering, c'est pas toujours du concret, quoi. Ouais. Donc, oui, je crois. Et puis aussi techniquement, je trouvais que c'était parce que moi, ce que j'avais comme problème avec l'Antelope, par exemple, c'est que l'écran, on voyait très très difficilement les pics et c'était tout petit. Et donc sur les laveries, on les voit beaucoup mieux. Et moi, c'est plus facile. Je peux vite regarder si je suis pas en train de trop clipper ou pas assez. Ouais, voilà, il y a des choses purement pratiques aussi à côté du côté purement vraiment technique et qualitatif. J'ai acheté aussi, de nouveau pour des questions de rapidité, etc., un collègue à moi qui fait du mastering en Hollande, qui fabrique des patchs numériques, donc où toutes mes machines arrivent, et moi, avec un bouton, je dis j'utilise cet EQ-là et cet EQ-là, pas celle-là, hein, et donc ce qui n'est pas utilisé, le son ne passe pas dedans. Ouais. Donc tout est, disons, en parallèle, alors qu'avec un patch traditionnel, tu sors d'une machine, tu rentres dans l'autre, tu ressors de cette machine-là, tu rentres dans l'autre, donc tout est en série. Voilà, ce sont des choses qui, avec la qualité des machines, normalement, ça ne fait pas une énorme différence, mais c'est des petites choses qui font petit à petit, j'arrive à un niveau à chaque fois, qui, pour moi, devient et confortable, et aussi... qui me donne une certaine fierté aussi. Ça joue aussi. Hein. Et pour les clients qui viennent, ils veulent évidemment voir des machines qu'ils n'ont pas chez eux. Parce que j'utilise aussi Isotope et Rick, ça marche très bien. Hein. Mais mes clients ne viennent pas pour ça. Et puis franchement aussi, je ne pourrais pas faire un mastering juste avec Isotope. Enfin, on peut, hein. Voilà, mais tu n'arriverais pas à avoir ton son, ton approche. La différence pour moi entre l'analogique et le digital, c'est qu'en analogique, tu ne sais pas toujours à l'avance ce qui va se passer. Ça dépend de la température du studio, de combien de temps la machine a été allumée, du type de programme, de mix qui rentre dedans. Parfois, quand il y a un peu plus de sub, mon compresseur il va travailler différemment, il va avoir un son différent. Et aussi, si j'ajoute un dB à gauche et à droite, même s'ils sont bien calibrés, ça ne va pas être exactement un dB à gauche et à droite, ce qui fait que le mix, on dirait qu'il est plus large, parce que le son à gauche et à droite va être modifié. Hein? Donc c'est ça que je recherche dans l'analogique. L'espèce de beauté de l'imperfection. Voilà. Mais évidemment, ça c'est le truc, il faut avoir les oreilles pour savoir ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Évidemment, hein? Jusque quand est-ce que l'imperfection est super, et puis il y a un moment où c'est plus super. Mais il faut, mais il faut savoir dire à un moment, le souffle est chouette, mais maintenant il y en a trop. Et au contraire, le digital, là, toujours parfait. Donc tu mets un dB à gauche et à droite, c'est exactement la même chose, ce qui fait que tu gardes ta stéréo. Hein? Et c'est pour ça que pour moi, c'est un outil plus technique, parce que j'ai déjà fait tout le gros de mon boulot artistique avec l'analogique. Et puis en technique, je ne veux plus trop toucher à ce que j'ai fait. Et donc, je veux une EQ propre, transparente. Voilà, j'aime pas trop utiliser de la saturation numérique. Des effets comme ça ne marchent pas toujours super bien, ou c'est toujours trop, ou c'est... Si tu veux avoir une saturation, tu pousses un peu dans tes machines. Oui, voilà, j'ai des boutons un peu faits pour ça dans mes machines analogiques aussi. J'ai essayé des genres black box, saturation et tout, mais c'est toujours beaucoup trop, même au minimum. C'est plus des outils de mix que de... Voilà. C'est aussi évidemment parce que j'ai déjà toute une chaîne avant d'arriver à mes plugs. Hein, donc, voilà. Et ce que je fais aussi alors, c'est que je dis toujours, oui, je fais pas grand-chose. Et puis finalement, quand on compte le nombre de compresseurs limiteurs que j'ai mis dessus, on se retrouve avec 8-9 compresseurs limiteurs. Mais alors, j'ai tous mes stagiaires qui disent, mais ils marchent pas. Parce qu'en effet, quand tu regardes, tu vois pas les aiguilles bouger. Mais au contraire d'un mix où tu dois sculpter ton son, sculpter ton kick, ta snare, et donc tes compresseurs vont faire des choses comme ça. Au mastering, comme j'ai dit, on préserve ce qui a été fait. Donc, au contraire, ça bouge très très peu. Et on utilise plusieurs machines pour faire le même boulot, mais c'est comme si tu dois tondre le gazon. Si tu prends 3 machines et que vous faites à 3, ça va plus vite que si tu dois tout faire toi-même. Hein. Donc, avec les compresseurs aussi, il y en a beaucoup qui travaillent, mais très très discrètement. Et la somme va faire qu'on peut gagner 10-15 dB sans avoir des gros problèmes de pompage et choses comme ça. Et donc par rapport à tout ça, tout ton matos, tu travailles uniquement, exclusivement sur enceinte? Parce que maintenant les gens aussi écoutent beaucoup dans des earpods, ou des trucs. Toi tu fais jamais au casque ou... Alors j'ai un très bon casque, Odyssey, que je peux montrer. Voilà. C'est très lourd.
Beaucoup de ces machines et des casques et des choses comme ça, c'est dur de les tester à l'avance. Donc j'achète beaucoup de choses à l'aveugle. Okay. Heureusement, pour l'instant, il n'y a que très peu de machines que je n'utilise pas. Mais voilà. Donc il est super, mais il est très lourd. Par contre, il renvoie bien le son que j'entends via mes PMC. Okay. Donc ça, c'est pour moi déjà important. À côté de ça, j'ai une petite enceinte JBL, voilà. Ouais. Mais j'ai l'avantage, moi, et pas pour faire mon Dickeneck, mais que beaucoup de masters que je fais, ils passent en radio, ou ils passent en streaming, ou à la télé, ou en festival. Donc moi, j'entends mes masters partout, sans arrêt. Ouais. Donc je sais comment ils sonnent. Okay. Quand je suis en radio, j'entends le master, et je me dis... Très souvent, je me dis, ouais, ça sonne bien. et donc, moi, ça me donne juste... ça me conforte dans mon écoute façon ici. de travailler, de ce que et tu donc, connais. au début, quand je suis arrivé ici, j'avais mis mes premiers Genelec aussi, comme deuxième écoute. Puis finalement, il y avait toujours sur une écoute sur deux, ça sonnait mieux. Alors, je me disais, pourquoi... Enfin, ça sonnait pas aussi bien sur les deux écoutes, quoi. Ouais. Jamais. Il y a toujours un où tu dis, c'est pas mal, mais c'est moins bien. Ouais. Donc, je me suis dit, à quoi ça sert? Donc, je les ai virés. Je travaille juste sur les PMC. Par contre, et ce qui est très important aussi, je trouve, pour un ingénieur son mastering, j'écoute de la musique à longueur de journée, mais pas qu'ici. Donc, dans la voiture, à la maison, je regarde les charts 2 fois par jour. Ouais. Je regarde qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui baisse, combien de streams il a, pourquoi il est numéro 1, j'écoute. Puis après, parce que quand je masterise, on me donne toujours des références. Ouais. Ce qui n'est pas nécessaire, parce que si le mix est bien fait, tu entends la référence dans le mix. Bien sûr. Donc, il y a quelques années, c'était Tame Impala. Let it happen, tout le monde voulait un son comme ça. Puis, jusqu'à pas longtemps, c'était The Weeknd, Blinding Lights. Donc, voilà, évidemment, je dois savoir comment ça sonne. Et le problème, c'est que souvent, ça sonne différemment de ce que les gens ont dans leur tête aussi. Parce qu'après, ils disent, mais c'est très mauvais ce que tu as fait. Je dis, mais alors je leur envoie le Blinding Lights à côté, je dis, regarde, c'est la même chose. Ah ouais, j'avais pas entendu ça comme ça. Et, donc l'utilisation des références, c'est utile, mais je préfère décider moi-même de ce que je veux utiliser comme référence que de ce que les clients m'envoient, parce qu'il y a toujours des problèmes. Mais donc voilà, pour l'écoute, je suis habitué à mes haut-parleurs. Et donc tu sais que ça sonnera de toute façon... En tout cas, comme je voulais. Un peu sur tous les... Comme maintenant, plus en plus de gens s'autoproduisent, comme on dit. Il y a de plus en plus de bedroom producers, de plus en plus. Toi, tu en vois plein. Et quel est là ou les problèmes les plus fréquemment rencontrés que tu vois et que ce serait bien qu'ils arrêtent de faire quand ils t'envoient le matos? Il y a des problèmes qu'on ne peut pas éviter. Il y a des problèmes, le sub, c'est le gros problème. D'accord. C'est toujours numéro 1. Et quand je parle de sub, on parle de 20 Hz, 30 Hz. Des choses, je comprends très bien que dans la plupart des petits studios, ou bons studios, n'importe quoi, mais c'est une question d'acoustique, et que c'est très difficile à gérer les basses. Et donc, surtout en rap, évidemment, 9 fois sur 10, moi, ça va dans tous les sens. Et évidemment, dès que moi, je veux couper un peu, après, on me dit, oui, mais t'as enlevé la chaleur. Je dis, non, j'ai corrigé. Mais bon, donc, il y a beaucoup de choses, surtout en rap, qui sortent d'ici, où moi, je me dis, il y a les petits haut-parleurs, ils vont avoir dur. Mais ça, c'est un problème récurrent. C'est toujours la même chose. Et ça, il n'y a pas vraiment de solution, du coup. Ou alors que les gens... Ou bien les gens apprennent vraiment à gérer leur studio. Moi, mon acoustique ici, bon, j'ai mis des sous dedans, mais elle n'est pas parfaite, parce que je suis dans un cube, etc. Il y a une fenêtre, voilà. Mais je le connais bien, mon studio. Donc, je sais jusqu'où je peux aller. Je sais ce qui va poser problème, ce qui ne va pas poser problème. Et ça peut être n'importe quoi. Donc, finalement, comme je suis souvent en bagnole, je peux masteriser presque en voiture, parce que même si je n'ai pas des bons parleurs, etc., je sais comment ils réagissent. Donc, je crois que... Donc, c'est une question d'apprentissage. À la maison, mais je crois que parfois, on met trop de temps dans la prod et la découverte de nouveaux plugs, etc., et c'est parfois du temps qu'on aurait peut-être mieux dépensé à écouter son studio, à écouter d'autres artistes et à se dire celui-là sonne bien, pourquoi il sonne bien, et quand je l'écoute dans la voiture, c'est différent, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec où, et de connaître son studio et ses haut-parleurs, parce que c'est pas juste les haut-parleurs aussi. Quand on me dit ouais, c'est quoi des bons haut-parleurs de studio, moi je sais pas. Ça dépend de ton studio, du local aussi. Évidemment. Moi, je sais que les PMC, si je les mets dans un autre local, ça va peut-être pas sonner de la même façon. Ils vont me dire, mais c'est quoi ça? C'est très mauvais. Donc, c'est un mariage entre deux choses. Et donc, si on connaît bien comment les réactions du studio et des haut-parleurs, et qu'on sait, OK, dans les subs, c'est pas top, mais je sais jusqu'où je peux aller. Et donc, apprendre aussi à lire des graphiques.
après coup, aussi. Pas d'abord lire, non, d'abord écouter, puis se dire, tiens, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Et puis on regarde le graphique en disant, ça, oui, ça confirme ce que je pensais. Si on passe du temps là-dessus, j'imagine qu'il y a un moment où on va avoir plus confiance en soi et dans son studio. Et avoir des références. Et ça veut dire aussi qu'il y a tout le joug technique de ne pas savoir s'il y a assez ou trop de basses. Ça va tomber de tes épaules et tu vas te dire, maintenant, je peux me concentrer sur vraiment l'artistique. Ouais. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des subs comme moi je veux. Ouais. Et j'en veux beaucoup, mais il n'y en aura pas trop. Ouais. Mais ça, je crois que ça doit être, pour un artiste, une libération extrême de savoir qu'il ne doit plus faire attention à ce genre de problème purement technique, mais il peut vraiment se concentrer sur la couleur de son mix. Et ça, c'est des gens, comme souvent on me dit, comme ça doit sonner comme Flume ou comme... ce sont des gens qui, à mon avis, sont complètement libérés de ce problème technique, évidemment, et qui peuvent mettre des subs et des sidechains, et ils entendent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ça devient purement artistique, et là, tu vas avoir beaucoup plus loin qu'en essayant de... chaque fois, par erreur, d'avancer par erreur sur erreur, et de ne pas essayer de, déjà au départ, résoudre ce gros problème qui est l'acoustique du studio. L'aspect fondamental, la façon dont on perçoit et on entend, et comment on perçoit les choses. Et pour ça, le studio ne doit pas être acoustiquement idéal, mais il faut le connaître, c'est tout. C'est comme on dit souvent sur la chaîne, de toute façon, il n'y a pas d'acoustique parfaite, ça n'arrive quasi jamais. Je n'ai jamais travaillé dans un studio avec une acoustique parfaite. Ça ne m'a pas empêché. Évidemment. Ouais. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui arrive souvent, c'est que mais c'est les home studios et les gros studios aussi, mais c'est que la guerre des volumes commence déjà au mix. C'est-à-dire que beaucoup de mixeurs ont peur des réactions des clients s'ils donnent un mix sans compresseur ou limiteur final. Parce qu'ils vont se dire, mais le client il va écouter dans sa voiture, il va dire, mais c'est pas fort. Déjà, avant qu'il y ait eu un mastering quelconque. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le mixeur va déjà vite mettre un limiteur sur son mix, à fond de préférence. Et alors, très souvent, c'est ça, en fait, que l'artiste a entendu. Donc, il n'entend plus le mix pur, il entend déjà une version masterisée vite fait. Et le problème, si on utilise, comme j'expliquais, des Ozone ou d'autres maximizers et tout, ça change la balance du mix. Donc, il est déjà arrivé que moi, je reçoive juste le mix pur, je fasse mon mastering, et puis on me dit « Ouais, mais t'as mis les guitares trop en avant !» Je dis « Mais moi, j'ai rien fait du tout !» Et alors, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je dis « Ouais, mais non, sur mon mix, les guitares sont en avant. » Je dis « Envoie ton mix. » Et puis, je me rends compte que c'est une grosse saucisse. C'est ça, ouais. Et qu'en effet, le fait d'avoir tout compressé à fond, ça fait que les guitares, les voix sont en arrière, les guitares en avant, ça a complètement changé la balance du mix. Et donc ça, c'est un problème aussi après, tu peux faire un master qui, pour moi, est beaucoup plus mieux balancé, etc. Et puis souvent, le client va dire « Ouais, mais moi, la démo que j'ai reçue, elle était plus forte. » Et le problème aussi, c'est que je sais... c'est qu'on s'arrête à écouter à ce moment-là, alors que cette chanson, ce mix, ce fichier, va encore passer par tout plein de chaînes par après, parce qu'il va se retrouver en streaming, en radio, et qu'il va y avoir encore des choses qui vont changer, et que donc il faut préparer ce fichier pour le streaming. Il va y arriver des choses, quoi. Et que si on compresse à fond, le fichier brut, Wave, on va se dire, ouais, ça tape, mais il est très possible qu'après, en streaming, que Spotify ou quoi, ait tellement baissé de niveau, parce qu'il était trop fort, qu'on se retrouve avec une toute petite saucisse et qu'il n'y a pas de pêche, rien du tout. Et que là, on est surpris en se disant, mais attends, mon master sonnait super fort et maintenant, pas du tout, qu'est-ce qui se passe ? Et donc ça, c'est un problème parfois. Et donc, avec les mixeurs que je connais bien, comme Lionel ou Charles Cutter ou quoi, ils savent et ils me donnent plusieurs versions. Donc, le mix pur, le mix avec déjà leur popote maison dessus, et puis parfois des stems toutes simples, l'instru et la voix, au cas où. Et voilà, alors moi ça me donne une bonne référence, et on se connaît entre-temps aussi un peu, et ils savent qu'avec leur mix maison, ils ne doivent pas y aller à fond, parce que sinon ça pose toujours des problèmes. Voilà. Mais avec d'autres gens moins expérimentés, je reçois soit leur mix est déjà quelque chose d'hyper compressé, limité, où il y a, c'est de la saucisse remplie, ou c'est des trucs, c'est parfois idiot, mais des MP3, on voit, voilà le mix, et puis je reçois un MP3, t'as pas la wave, ouais, ok, il faut la wave, ou encore pire, c'est parfois mono, donc je dis, est-ce que c'est exprès ? Parce que ça pourrait être exprès, évidemment, mais bon, c'est pas... mais ça devient des erreurs basiques, évidemment, mais ouais. Ça, c'est des choses qui arrivent encore. Oui, régulièrement. Ouais. Donc, auxquelles il faut faire attention.
Oui, mais ça revient à ce que j'ai dit, il faut écouter son mix avant de l'envoyer. Ça prend 2 minutes, 3 minutes. Et de se dire, est-ce que j'ai bien tout fait? Évidemment, il y a des choses, c'est normal. Beaucoup de gens n'ont pas suivi des cours, et ça peut être très bien aussi, ou ont suivi des tutos, etc. Et tu peux faire des erreurs, c'est normal. Et c'est pour ça que je suis là aussi, pour, avant que ça me sorte, de dire, attention. Et là aussi, si on peut parler encore d'autres choses, les mastering online automatiques, genre Lander, etc., font un mastering purement technique, et ils vont booster la chanson, et ils vont peut-être rajouter une EQ, etc., mais ils vont pas te dire si tu as oublié de mettre la voix, ou si ta chanson s'arrête au milieu, que ton export n'est pas complet, ils vont pas te dire non plus. Donc déjà, ça c'est déjà basique, mais si tu vas plus loin, plus ils rajoutent de presets dans ce genre de mastering online, plus c'est toi qui deviens l'ingé son mastering, et moins c'est l'algorithme qui fait le mastering, puisque c'est toi qui décides de faire un truc fort, moins fort, avec plus de basse, moins de basse, donc tu deviens ingénieur son mastering. Et alors on me dit à moi, il y a parfois c'est bien, et puis parfois c'est moins bien. Je dis oui, mais qui va décider de ce qui est bien et pas bien? Qui a l'expérience? C'est toi alors, c'est ta responsabilité en tant qu'artiste de dire ça c'est bien masterisé. Mais et ça c'est aussi parfois un problème que je peux avoir, où on me dit, où les gens font leur truc eux-mêmes, ou faire un truc automatique, et aussi deviennent alors tellement habitués à ce son-là que moi qui vais faire un mastering qui pour moi est plus propre et va mieux fonctionner, pour l'artiste est moins fort, il y a moins d'aigus, etc. Parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des sons complètement compressés. Et ça, voilà, ça c'est souvent un problème aussi de discussion, et comme beaucoup de choses, c'est de la psychologie aussi. Il faut un peu, on en discute, et alors je prends plus de temps. Alors je vais parfois je fais un lander moi-même, et puis on met les deux à côté, je fais un petit montage de 10 secondes de celui-là, puis on passe au mien, puis on passe au lander, où je mets des trucs à niveau. Ils ont fait leur propre truc, mais c'est compressé à fond. Et alors je mets le mien qui est peut-être 2 dB moins fort, mais alors je fais un petit montage, et on passe de l'un à l'autre. Tu entends la différence? Tu entends pas? Et comme ça, tu essayes allez, je vais pas dire de forcer. Je vais pas essayer de forcer mon master sur le client, mais voilà, on discute. Essayer d'expliquer. Et si après il dit ouais, mais je préfère quand même le lander, c'est comme ça, et au moins on en a discuté. Même chose avec quand le studio fait son propre master, parfois c'est super. Parfois je parviens pas à avoir la même chose. Parce qu'ils ont utilisé d'autres machines que moi aussi, des choses. Et donc, c'est pas une question d'ego ou quoi. Il faut avoir le meilleur résultat possible avec les éléments qu'on a. Donc, parfois, dans des albums, il y a peut-être 9 chansons que j'ai masterisées, et puis il y en a une qui vient directement du studio, où ils ont mis juste le petit ozone, et c'était super. Mais ça, c'est de nouveau ma responsabilité. C'est moi qui dis, ça c'est la bonne version. Même si c'est pas moi qui l'ai faite. Mais c'est quand même du mastering. Tout à fait, ça fait partie du taf. Voilà. Ok. C'était en gros là, les trucs les plus problématiques que tu dois gérer. Ça fait le tour des plus. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais les plus courants, récurrents. Oui. Ce qui arrive maintenant de plus en plus souvent, c'est qu'une fois que c'est en streaming, que les gens sont déçus, que les clients sont déçus du son en streaming, parce qu'ils disent c'est moins fort que les autres. Alors qu'est-ce qui se passe en streaming? Une des choses qui se passe, évidemment, c'est que souvent, les chansons maintenant sont mises à même niveau. Je dis souvent, parce que ça c'est un gros problème aussi, on peut en discuter. C'est intéressant aussi. Oui. Mais normalement, les chansons sont mises au même niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on enlève ce facteur niveau sonore, c'est la qualité du mix qui va prévaloir. Donc si tu as un mix où tout est bien précis, avec beaucoup de transitoires, où tu as mis la voix au bon niveau et elle est bien présente, etc., ça va toujours sonner plus... L'auditeur va avoir l'impression que ça sonne plus fort qu'un mix home studio, je veux dire... home studio sans bien sûr, avec tout le respect, mais où peut-être la voix était enregistrée avec un micro un peu moins cher, ou moins bien, ou peut-être la chanteuse est peut-être moins bonne aussi, mais des choses qui font qu'à même niveau, l'auditeur va automatiquement prendre, ou va écouter le mix professionnel en se disant il sonne plus fort, même si point de vue chiffre on est exactement au même niveau. Et ça arrive de plus en plus souvent, où des gens ont un chouette mix, etc., mais c'est pas... Il vient pas de Miami, le mix. Et donc, quand tu mets évidemment un Rihanna à côté du mix home studio à même niveau, même après le mastering, après ce que j'ai fait, tout ce que je pouvais, le mix vraiment pro va toujours avoir l'air d'avoir plus de patates. Et ça, j'ai ça quand même de plus en plus souvent, ce genre de, en tout cas, de questions. Comment ça se fait que mon master sonne moins fort? Oui. Et du coup, toi, en ayant tout ça en tête, parce que je suppose que tu masterises encore on te demande pour le streaming beaucoup, mais il y a aussi encore du CD, le retour du vinyle. Toi, tu vises, en général, quand on te demande pas, tu vises où plus ou moins? Tu essaies de te faire une moyenne de tout ça alors? Alors, moi, je ne vise pas. Moi, je fais mon mastering comme je le pense.
d'abord. Okay. Donc, je connais bien mon studio, mes haut-parleurs, et j'écoute toujours au même niveau. C'est-à-dire pas le niveau sonore en dB, mais mon curseur d'écoute, il est toujours à 71,5 mon Grace Monitor. Voilà. À ce niveau-là, à ce point-là, le son doit être fort. Tu sais comment ça doit être de la pêche. Ouais. S'il n'y a pas de la pêche, c'est qu'il y a un problème quelque part. Okay. Soit j'ai pas été assez fort, soit le mix est vraiment pas top et il n'y a pas assez de présence et je parviens pas à avoir de la pêche à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Je fais mon mastering, etc. Quand il est terminé, je vais regarder les chiffres. Et puis, je vais voir, il est à combien. Je fais de la dance et que je suis à -10, je vais me dire, c'est peut-être pas assez. Okay. Donc, pourquoi il est à -10 et est-ce que je peux arriver à -8 ou -7? Mais bon, c'est pas souvent. Si je fais du jazz et que mon matraque est à -8, je vais aussi me dire, waouh, ça a l'air fort. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai pas enlevé trop de dynamique? Et donc, je travaille intuitivement et je regarde mes chiffres que par après. Oui, c'est ça. Okay. Ça, c'est la première chose. Après, en ce qui concerne les formats, etc., moi, je pars du principe que si un master est bon, il passe bien partout. Okay. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le streaming, en théorie, c'est bien beau, tout est mis au même niveau, mais en pratique, c'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, en pratique, cette mise à niveau ne se fait que si on écoute via l'application Spotify. C'est-à-dire que très souvent, les clients font leur pub via Facebook, Insta, etc., disent « voici mon nouveau single », on clique dessus, c'est un browser qui va s'ouvrir, donc un Safari, Firefox, etc. Et là, il n'y a pas l'algorithme de correction de niveau Spotify n'est pas inclus dans le browser, donc il n'y a pas de correction de niveau. Donc si moi je fais un master à -14, qui est un peu la recommandation générale pour Spotify par exemple, il va sonner moins fort que tous les autres, mais vraiment beaucoup moins fort que tous les autres. Même chose pour Apple Music par exemple, ça ne marche que sur les iPhones et encore les nouveaux. Donc moi j'ai un Samsung Android avec Apple Music, il n'y a pas de correction de niveau là-dessus. Okay. À côté de ça, il y a tous les Bandcamp et tout, qui ne font pas de correction de niveau non plus. Tout ça pour dire qu'il y a trop d'endroits où il n'y a pas de correction de niveau et que donc il faut y aller à fond. Il faut toujours garder. Donc la guerre des niveaux n'est pas encore vraiment finie. Ah non, elle a gagné, c'est le niveau qui a gagné. Ok. Ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est une bonne réponse. C'est clair. Sûr. Voilà. Donc, si on écoute sur Spotify le top 200, tout est à -8, -7, -6, avec des pics à +2. Ok. Alors que donc, tout le monde dit qu'il faudrait être à -12 ou oui, -14 ou même -16, mais en pratique, personne ne le fait. Parce que les Américains aussi, ils disent pourquoi on le ferait? Il y a trop d'endroits où il n'y a pas de correction de niveau et tout, donc ça ne sert à rien. Donc autant y aller à fond. Et donc le master que moi je fais, qui est souvent, disons, en pratique entre -10 et -8, il va très bien sonner en CD aussi. Je pourrais pousser, mais très souvent je me dis pourquoi devrais-je pousser pour le CD? Pourquoi est-ce que les gens devraient être plus sourds en écoutant du CD qu'en écoutant du streaming? Enfin, je veux dire, la seule chose, c'est que s'il y a un vinyle, là il y a vraiment des limitations physiques qui font que je ne peux pas faire ce que je veux. Et les artistes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc ça, en parlant de problèmes, ça arrive de plus en plus souvent aussi. C'est que avec encore la popularité du vinyle qui est en train de diminuer, mais pour l'instant, c'est encore... c'est que beaucoup d'artistes et de producteurs, ils font leur album, et puis seulement après, ils disent « Ah oui, on le sort aussi en vinyle ». Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est que l'album est trop long. Alors, il faudrait peut-être faire un double vinyle, mais bon, c'est plus cher. Pour presser un vinyle, il faut maintenant compter entre 6 mois et 1 an. Donc, il faut bien planifier sa sortie, parce que c'est... et puis, avec tous les plugs qui existent, ils ont fait tous des trucs en stéréo hors phase et des choses qui sont super en digital, mais qui sont impossibles à graver en vinyle. Donc, parfois, il faut refaire le mix parce qu'il y a des choses qui se passent, surtout dans les basses, qu'on ne peut pas mettre. Et on me dit « Ouais, mais il faut plus d'aigus, plus d'aigus. » Je dis « Mais tu peux pas. » Il y a le vinyle, il y a des limitations. Tu peux pas aller comme ça dans le grave. Tu peux pas... Et évidemment, moins tu as de musique sur une face, moins il y a de minutes sur une face, plus tu as de la marge. C'est pour ça que la techno, etc., il n'y a qu'une track de 7 minutes par face, parce que le sillon est beaucoup plus large. Donc l'aiguille peut bouger beaucoup plus, donc tu as plus de pêche. Mais plus tu mets de la musique sur une face, plus le sillon est étroit, moins l'aiguille va bouger, moins tu as de niveau. C'est aussi pour ça que toutes les chansons avec la grosse batterie et tout, on les met en début de face, où il y a plus de place. Et puis les ballades, ou la guitare acoustique, en principe, on les met en fin de face, où la qualité est la plus mauvaise. C'est pour ça aussi que les 45 tours sonnent très très mal, c'est parce qu'en fait c'est une fin de face chaque fois. On a coupé tout autour, il y a juste ça. Mais il faut penser à tout ça aussi. Donc quand je fais du mastering, je demande à l'avance qu'il y aura un vinyle. Parce que alors je prépare déjà un peu les fichiers en me disant par après on va... un peu spécifique quoi. Voilà. Je me souviens d'une anecdote aussi où tu m'avais dit, si tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais on t'avait demandé de masteriser quelques morceaux.
version album, tu as fait ton truc. Et puis après, on dit, ah, mais ça, c'est un single pour le streaming. Ouais. Et du coup, tu avais fait quelque chose d'un peu différent. Mais eux ont remis tout ça sous la même étiquette. Et du coup, Spotify, c'est le même album. Donc, tout s'est retrouvé dans... Enfin, je ne sais plus comment c'était exactement. Donc, quand on parle du nivelage, disons, de niveau sur Spotify en streaming en général, il y a deux façons de faire cette correction de niveau. Donc, chaque chanson a 2 chiffres en mémoire, en metadata. Il y en a un qui est pour la chanson en elle-même. Donc, si les gens font une playlist de chansons venant d'albums différents, il y a cette valeur de la chanson elle-même. Et donc, par exemple, si elle est à -8, Spotify va baisser cette chanson de 6 dB pour arriver à -14, comme le reste des chansons. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne fait que ça? C'est que si moi je fais un album et je passe mon temps à faire que cette track-là est plus forte que l'autre parce que ça fonctionne dans l'album, etc. Si on fait une correction track par track, on met tout à -14, ben on bousille tout ce qui est dynamique de l'album, évidemment, puisque les différences entre les chansons que moi j'ai décidé avec l'artiste disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a un deuxième chiffre qui est pour l'album entier. Mais qu'est-ce qui se passe si tu commences à envoyer des masters, par exemple pour un EP, pour un single, qui ont été masterisés à fond, parce que c'était un single. Et après, tu dis, on va sortir l'EP, mais on veut des mastering streaming à -14. Et si tu inclus cette track que tu avais fait avant, qui est à fond, au milieu, c'est l'album complet qui va... La valeur complète de l'album qui compte, et donc la différence de niveau entre les tracks ne bouge plus. Donc tu vas avoir des tracks à -14, et puis au milieu, c'est track à -8. Puisque c'est tout l'album qui va être baissé, et pas les tracks en eux-mêmes. Et donc, ça sont un peu des problèmes nouveaux, en tout cas. Pour moi aussi, où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Brusquement, il y a une track qui est beaucoup moins forte, les 2 tracks beaucoup moins fortes que les autres, comment c'est possible? Ça, c'est parce que le label avait demandé des masters pour streaming, et avait mélangé ça avec des singles précédents qu'on avait masterisés à fond, et donc cette différence est restée. Et donc là, je dois faire attention aussi. C'est des nouveaux problèmes qui apparaissent. Voilà, Alors, pour toi, est-ce qu'il y a des qualités spécifiques pour être ingé son mastering, et y a-t-il différents types d'ingé son dans le mastering? Est-ce que toi, tu as une façon de travailler, que tu penses qu'il y a des collègues qui travaillent différemment? Oui, c'est comme en mix aussi, en production, et il faudrait en principe choisir la personne qui fait le mastering, pas le studio lui-même. Donc, moi, j'ai appris à mes débuts de préserver le mix, de rester proche du mix après le mastering. Donc, je n'ai pas tendance à mettre ma patte. Aussi parce que je suis pas producteur, j'ai jamais mixé de ma vie, j'ai pas envie de refaire un mix ou de me dire tiens, moi j'aurais mis un peu de delay là-bas, ou j'aurais voilà. Il y a d'autres personnes qui font du mastering qui au contraire pensent ou trouvent qu'ils font partie intégrante de l'équipe artistique de la prod, et qui vont donc ajouter un peu leur patte. Et voilà, j'ai des concurrents ou collègues qui ajoutent par exemple beaucoup de médium ou beaucoup de saturation sur les masters. C'est bien ou c'est pas bien, ça c'est chacun son truc, mais ça fait que je les entends. Quand j'entends à la radio une chanson, je peux parfois dire tiens, je crois que c'est lui qui a masterisé, parce que je le sens à la couleur sonore. Donc quand on fait un mastering externe, il faut un petit peu se renseigner aussi, et de savoir, d'écouter un peu ce que cette personne a masterisé avant. Est-ce que ça correspond un peu à ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans mon mix aussi? Est-ce que je suis très content de mon mix et je veux un mastering relativement doux? Et alors je serais peut-être la bonne personne. Si on se dit, il manque quand même des couilles à mon mix, disons, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va faire un mastering un peu plus péchu ou un peu plus agressif qui va mieux correspondre. C'est pour ça aussi que parfois, ça arrive de moins en moins, mais on fait parfois des test masters. C'est-à-dire qu'un label va envoyer le même mix à 10 studios de mastering différents. Et là, moi, je trouve que c'est un peu une loterie, puisqu'il n'y a pas eu de discussion, je ne sais pas ce que l'artiste recherche, etc. Et donc, chacun va faire son mastering un peu selon ses propres convictions. Et après, le label va choisir ce qui fonctionne le mieux. Bon, moi, je trouve ça un peu idiot comme démarche, mais ça arrive. Mais ça veut aussi dire que chaque studio de mastering va avoir un résultat différent. Sauf vraiment si le mix est très bon et que le mastering, l'ingénieur sait ce qu'il fait, là on va se retrouver quand même avec des masters relativement proches. Mais voilà, il y a beaucoup de façons différentes de masteriser. Oui, donc c'est de nouveau, le mastering, c'est plus cet aspect juste purement technique, et donc c'est important de bien se renseigner vers qui on va, et chacun un peu son approche et son ressenti. Voilà. Okay. Et oui, donc je disais, et pour
Donc, et tu penses qu'il y a des... Enfin, quelque part, tu l'as un peu dit, hein, mais il y a des caractéristiques un peu qui sont plus spécifiques aux ingénieurs de mastering. Donc, s'il y a des gens qui regardent, par exemple, qui disent, tiens, moi, c'est un métier que j'aimerais bien faire dans le futur, est-ce qu'il y a des aptitudes spécifiques à avoir? Tu en as déjà un peu parlé sur le côté, le fait d'écouter la musique, d'avoir une grande bibliothèque, mais à ton avis, c'est quoi les points, les qualités d'un bon ingé son de mastering? La première, elle n'est pas quantifiable. Et je ne peux... C'est le feeling. Ouais. Hein, je pense, moi, que je peux dire quand il y a un groove dans la chanson et quand il n'y a plus de groove. Okay. C'est-à-dire quand je compresse ou je limite, je pousse le niveau, il y a un moment où je me dis t'as tué le mouvement. Là, ça ne... Comme Stromae dit, il faut que ça roule. Ouais. Ça ne doit pas être carré. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand il y a un kick, par exemple, qui tape, le fait qu'il y ait du groove, c'est qu'après, il n'y a rien. Ouais. Hein, c'est cette différence de dynamique qui fait qu'il y a un groove. Si tu compresses ou tu limites énormément, après le kick, il n'y a plus rien. Il n'y a pas rien. C'est rempli par une reverb ou un truc, ce qui fait que ton kick, au lieu de faire pam, pam, il va faire pam, 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 et tu casses le groove. Ouais. Hein. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, mais de nouveau, il faut avoir le feeling pour savoir quand ça se passe. Ouais. Hein. Et il faut pouvoir se mettre à la place d'un auditeur moyen aussi, et de dire qu'est-ce que dans cette chanson va intéresser l'auditeur. Ça peut être le texte, ça peut être les synthés, ça peut être justement le kick. Et c'est ça que moi, j'essaie de faire ressortir de la chanson. Mais comme je suis un fanat de musique, mais pas technique. Moi, je me fous du guitariste, il est bon ou pas bon. Il faut que le total me plaise. Et dans tous les styles différents aussi. Hein. Moi, je fais tous les styles différents. Donc, parfois, il y a des albums de métal. Je suis pas trop métal, mais il y a des albums où je dis « Wow, c'est incroyable ce qu'ils font. Hein. Et voilà. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit et avoir un feeling, quoi. Ça, c'est la première chose. Ouais. Après ça, il faut évidemment avoir des compétences techniques et surtout de la discipline, je trouve. Oui. Hein? Parce que, par exemple, moi, les fade-out, à la fin, ils doivent être bien propres jusqu'au bout et pas être coupés au milieu. C'est un détail, hein, mais moi, ça me gêne. Ce que beaucoup de gens font aussi, c'est qu'ils coupent leur mix déjà sur le premier kick. Le cut, il commence sur le premier kick. Donc, ce qui veut dire que très souvent, quand moi j'importe ce mix dans mon programme, il va faire un micro fade-in pour éviter des clics. Ouais. Mais comme ils ont coupé au début, en fait, moi je coupe dans la transitoire du début. Donc, au lieu d'avoir un beau pack au début, je vais voir hein? Et donc ça va faire pack, pack, pack. C'est ce qui va se passer en streaming aussi, puisque toutes les machines, les cartons et tout, il faut quelques millisecondes pour pouvoir ouvrir la porte avant que le son arrive. Donc si tu coupes ton master juste au début, le temps que la porte s'ouvre, ton kick il est déjà passé, on l'a perdu. Hein, et donc ce sont des petites choses comme ça à laquelle je fais attention. Donc ce sont des détails, hein, et je trouve que c'est ça, pour moi, qui fait parfois la différence. Quand je reçois le master d'un autre studio et je vois que le fade n'a pas été fait proprement, pour moi, dans ma tête, tout de suite, je me dis, wow, ce sont des amateurs. Hein. C'est les premières choses comme ça. Okay. Et donc, il faut, je crois, une ouverture d'esprit, avoir un peu de feeling avec de la musique, et justement, peut-être pas être trop technique, ne pas être trop fanat de machine. C'est ça. Parce que là, parfois, j'ai des concurrents qui, je ne vais pas dire qu'ils font du mauvais boulot, mais dont je sais qu'ils sont très, très techniques. Et quand ils achètent une machine, ils vont tout de suite commencer à changer les lampes et les transistors, parce qu'ils ont d'autres transistors qui sont meilleurs, et ils vont, etc. Et ils sont parfois tellement dans ce côté... qu'ils oublient le feeling de la chanson et la musicalité et qui font des choses qui pour moi sonnent alors sont un peu froides et un peu où moi je ressens pas grand chose. Hein. Et donc c'est difficile de dire si quelqu'un est bon ou pas. Et puis il y a des facteurs humains aussi. Est-ce que moi j'essaie de discuter avec mes clients, d'être sympa. Le problème c'est que parfois les gens trouvent trop sympa aussi et donc m'appellent le dimanche à minuit et demi en disant poteau, voilà. Mais bon, c'est un peu ma façon de travailler. Il y en a d'autres qui aiment être très très business et ne travailler qu'à certaines heures et de faire un peu à l'américaine, disons, de passer par un manager et ça intéresse beaucoup de gens aussi de travailler de cette façon-là. Ça a l'air d'être leur plus pro, etc. Que moi qui suis un peu à la bonne franquette. Voilà, et donc il y a des styles différents. Et pour être pour moi un bon ingénieur son, c'est surtout bien écouter la musique, et pas bousiller le boulot des autres et pas mettre son ego en avant. Ça c'est important aussi. Ne pas dire moi j'aurais fait ça comme ça et je vais quand même aussi vite le faire parce que c'est beaucoup mieux si on met une reverb en plus par exemple, ce que normalement on fait pas en mastering.
Et donc j'ai un peu la chance de toujours avoir été m'être mis en retrait en me disant est-ce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur en me disant est-ce que je suis à la bonne place et un jour les gens vont se rendre compte en fait j'y connais rien du tout, ce qui fait que j'ai jamais voulu me mettre en avant, donc c'est un défaut qui en fait est devenu une qualité. J'imagine qu'il y a quand même, justement, tu parlais un petit peu de rigueur, d'organisation. Tu l'as dit, je pense, tout à l'heure, tu travailles. Toi, ton business tourne autour de projets qui sont très courts et donc en grande quantité, quoi. Donc, je suppose que tu dois avoir une gestion, ça doit être la folie. Tu dois avoir la gestion des mails, répondre aux gens, le backup de tout ça, le suivi. Ça va ou c'est quelque chose de compliqué? Alors, c'est la folie parce qu'il n'y a pas de. Je gère pas du tout. Ah, voilà. Pour être franc. Il te faut un assistant. Il faudrait peut-être quelqu'un qui, tous les mois, fasse un peu les backups. Oui. Ouais. C'est pas que j'en fasse pas, mais je fais 3-4 000 projets par an. Ce qui fait que j'ai des milliers de backups encore, enfin des projets qui sont sur disque dur que j'aimerais bien mettre dans un cloud ou quelque part. Et toi, tu gardes tout, tu renvoies pas tout. Enfin, je veux dire, Je garde les mix originaux et les masters. Ouais, c'est ça. Et donc le projet qui englobe le tout, évidemment. Hein. Okay. Mais il arrive toujours un moment où juste que le client, le projet dont j'ai besoin, je l'ai plus. Hein, ça arrive. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est du business aussi. Les clients me payent pas pour garder tout ça. Non. Ouais. Et moi, j'ai investi dans des tours, je paye des milliers d'euros pour avoir des trucs sécurisés et tout. S'il y a un accident, tant pis. Oui. Je pars du principe que le client a tout gardé. Et ça, c'est sur l'aspect backup, mais je veux dire, ça reste en plus une gestion au quotidien, ça doit être très compliqué. Oui, parce qu'avec le streaming aussi, surtout dans les gros labels, ils ont un accès direct à Spotify. Ouais. Donc, ils peuvent dire le matin, on fait le master, et à midi c'est online. Hein. Il ne faut pas attendre 3 semaines. Donc, ça va très, très vite. Donc, moi, je dis oui à tout. Et puis après, je me dis, bon, comment est-ce qu'on va faire ça, hein. Et alors, j'essaye de gérer de ce côté-là. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi, en tout cas. Okay. Hein, j'essaye, c'est la première chose que j'essaye de faire. Et puis après, on me dit, ouais, on invite un petit truc. Ce qui est aussi, si un projet est en cours et qu'après on m'envoie un nouveau mix et tout, c'est ça qui a priorité, parce qu'il faut clôturer le projet, on ne va pas laisser comme ça pendant des semaines. Donc j'essaye de gérer un peu de ce côté-là, mais c'est vrai que dans ma tête, ça devient un peu... Parce qu'en même temps, je réponds à mes mails, il y a le téléphone, j'ai deux adresses mail, il y a Facebook, Insta, WhatsApp, le téléphone, les messages par téléphone. Il y a un moment, je ne sais plus par où est venu le message. Ouais. Donc là, de ce côté-là, j'ai trouvé un petit système où dans les noms de mes fichiers, je mets si c'est Insta ou etc. ou l'adresse mail pour qu'on retrouve facilement la personne. Ouais. J'ai heureusement un très bon système de facturation. Okay. Qui me rappelle les gens qui n'ont pas payé, par exemple, des choses comme ça. Tout est automatique. Et surtout, et là c'est un peu cru, mais c'est comme ça, il faut que les gens payent. Mm-hmm. Et alors pendant des années, j'ai envoyé le master et puis seulement la facture. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? 9 fois sur 10, je ne suis pas payé. Ah. Alors, c'est pas par mauvais... Enfin, c'est juste parce que les gens oublient. Ouais. Et que ce sont souvent des petites sommes et qu'on reçoit la facture, oui, on payera après, et puis finalement, c'est pas payé. Si tu as rappelé 3000 personnes sur une année... Voilà. Hein, et donc, ce que j'ai maintenant, c'est un système qui s'appelle Samply, où tu peux faire une sorte de Spotify personnalisé pour le client, avec la photo de la pochette, les tracks. Il peut tout écouter, mais il ne peut pas télécharger. Mm-hmm. Et donc, une fois qu'il a payé, moi, il suffit de pousser sur un bouton et tout devient téléchargeable. Voilà. L'avantage, c'est que déjà, le système fait que par rapport à un WeTransfer où il faut souvent d'abord télécharger, etc., là, tu l'as en direct, donc tu l'as sur ton téléphone, tu peux écouter dans la bagnole n'importe où, dès qu'il y a un Bluetooth. L'avantage aussi, c'est que si le client n'est pas content, il n'est pas obligé de payer. Hein, bon, ça n'arrive pas souvent, mais c'est possible. Et moi, évidemment, j'ai mes sous, et puis je crois que c'est mieux pour tout le monde que... C'est clair. Quand le projet est fini, approuvé, clôturé, tout le monde a payé, c'est fini, on est content. Et voilà. Donc ça, c'est par exemple quelque chose dans lequel j'ai un peu investi parce que c'est pas bon marché. Mais oui, dans ton cas, j'imagine que ça se justifie. Qui permet aussi, comme j'ai tellement de choses, de ne pas me retrouver avec des projets 2 mois après que j'avais complètement oublié de facturer. Parce qu'en fait, c'est un peu au client aussi de dire, là j'ai payé, est-ce que tu veux bien m'envoyer les masters ? Ouais. Mais bon, comme c'est... online, je peux le faire de la maison, n'importe la nuit. Voilà. Mais en gros, j'ai pas... je connais des collègues qui ont des sortes de slots par jour, qui disent tous les jours, moi je peux faire 1 album et 2 singles, et qui remplissent comme ça leur mois, et que si tu es en retard avec ton mix, tant pis, tu payes ta session parce que j'ai rien d'autre à faire. Je t'avais réservé la place maintenant, et donc quand tu reviens après, on te remet en bout de chaîne. Et ça permet évidemment d'avoir... un planning un peu plus strict et t'es un peu plus calme. D'un autre côté, je crois que tu rates des opportunités. Ouais. Par exemple, si j'avais pas travaillé comme je travaille maintenant, j'aurais raté Stromae, par exemple. Puisque
je l'ai su que par après, mais j'avais un stagiaire qui après pendant une semaine, qui allait travailler chez Lionel. Ouais. Là, ils avaient fait le master de Aloron Danse. Ils avaient fait masteriser à Paris. Ils n'étaient pas contents. C'était vendredi. Il fallait que lundi, ça aille à l'usine. Et donc, le stagiaire a dit « Ah, mais moi, je viens d'un studio de mastering. Peut-être que lui peut le faire. » Et donc, le vendredi soir, ou quoi, on m'a appelé « Tu peux encore faire un mastering ?» Je dis ah, « Oui, ok, vite fait. Oui, on le fait maintenant. » Et là, j'ai fait le mastering. Et depuis lors, bim. Voilà. Hein, donc, faut pas exagérer non plus. Mais donc, j'essaie de pas travailler les week-ends aussi. J'essaie de travailler... J'ai des heures relativement... définie, c'est-à-dire plutôt 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Mais alors, c'est non-stop. Hein, donc, je ne mange pas le matin, pas le midi. Je ne m'arrête pas du tout, quoi. C'est non-stop. Donc, c'est un peu fatigant, mais voilà. Ça, c'est un peu... Mais le soir, je ne travaille pas et je ne travaille pas les week-ends, par exemple. C'est comme ça que j'essaie de rester un peu calme, mais ça marche pas. Équilibre. Ça marche pas tout. Et ça marche pour toi? Ok, voilà. Bon. Non, soyons francs, j'ai eu des moments de... pas dire de burn-out, mais j'étais quand même limite, quoi. Où vraiment, je tremble, où j'ai mes yeux qui deviennent rouges, où ma femme me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? T'as des taches partout. » Ça, c'est le stress. Il y a un sujet, je voulais parler avec toi, qui est un petit peu hors du mastering, parce qu'on n'en fait pas, mais ça fait un peu le buzz, en fait, il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est l'Atmos. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur la question? Oui, bien sûr. J'imagine. Je fais ce métier depuis 30 ans maintenant. Ouais. Donc, c'est pas long, mais c'est quand même déjà long. Donc, ce genre de format, je les ai vus passer et repartir. Donc, ici, par exemple, je viens de digitaliser Tom Barman de Deus. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son album en CD et en SACD. Ouais. Alors, je ne sais pas qui encore sait ce que c'est un SACD, mais c'est une sorte de DVD hybride audio dans lequel on pouvait stocker plus d'infos et donc on pouvait avoir du son en surround. À l'époque. Hein, voilà. Maintenant, ça date d'il y a 20 ans. Tout le monde a oublié. Ouais. À mon avis, l'Atmos, c'est la même chose, pour plusieurs raisons. D'abord, et surtout la plus grande raison, c'est que le grand public ne sait pas ce que c'est. Quand j'emmène ma femme, mes gosses, ils ont un casque compatible, ils ont des téléphones compatibles, ils ne savent pas ce que c'est, et franchement, ça ne les intéresse pas du tout. Hein? Alors, c'est vrai que beaucoup de studios se sont jetés dessus, mais à mon avis, je suis peut-être un peu franc, mais c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de boulot, et qu'ils essayent de trouver d'autres débouchés. Hein? Même chose pour les fabricants, les Dolby et compagnie. Il y a un moment où il faut se diversifier, essayer d'avoir un plus grand public, et donc on arrive avec des choses comme ça, qui, comme le cinéma 3D, n'intéresse franchement pas grand monde. Hein, c'est peut-être chouette au début d'avoir des guitares qui tournent ou d'avoir des choses plus spatialement, etc. Mais c'est fatigant. Moi, je crois que je ne peux pas lire un livre, par exemple, en écoutant de la musique en Dolby Atmos. Enfin, c'est pas fait pour ça. On fait l'un ou l'autre, alors mais pas les deux en même temps. Donc, tant que le grand public n'est pas au courant, ne sait pas ce que c'est comme la différence entre un Blu-ray, enfin un DVD et un Blu-ray. Voilà, moi j'aime bien regarder des films, donc je prends un Blu-ray parce que je trouve que la qualité est vraiment meilleure, mais pour la plupart des gens, un DVD c'est déjà bien. Surtout au moment aujourd'hui où encore des MP3 sont encore un peu la norme avec le streaming, etc. Pourquoi? Enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois, c'est ça le truc. Par contre, en même temps, Apple a sorti du lossless, c'est-à-dire une sorte de qualité en wave, et là aussi personne n'en parle. Alors que ça, je trouve ça beaucoup plus important. Hein, mais donc, je crois que c'est très compliqué d'intéresser encore le grand public pour des nouveaux formats, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de pratique, une énorme différence. Ça doit être une oreillette que tu mets dans ton oreille et tu penses la chanson que tu veux écouter, et voilà. Là, ça va faire la grosse différence. Parce que c'est pour ça que les cassettes ont bien marché, parce que la qualité était très mauvaise, mais c'était transportable, facile, etc. C'est pour ça que le MP3 a été aussi populaire, parce que ça prend pas de place. Tu pouvais le télécharger illégalement au début, parce que l'Internet n'était pas rapide non plus. Mais entre-temps, il n'y a rien qui a remplacé ce genre de fonctionnalité. Donc, voilà, c'est le CD. Moi, je préfère le CD de loin au streaming. Parce que je trouve qu'un album, l'artiste a choisi les chansons, c'est dans le bon ordre, tu écoutes, c'est 40 minutes, c'est comme ça. En streaming, moi, il y a tellement de choses que j'écoute une chanson et puis je vois déjà passer autre chose, je dis « Ah, ben, je passe à l'autre ». Et puis finalement, j'ai rien écouté. Hein. C'est comme sur Netflix et tout, c'est les mêmes trucs. Hein. Pourtant, c'est ça qui est maintenant le plus populaire, et les labels ont boycotté les CD parce qu'ils veulent plus de stock, ils veulent plus, etc. Alors que, pourquoi et donc, il y a des choses comme ça qui viennent, qui partent. Il y a des gens qui investissent, et puis après, il y en a peut-être qui sont contents. Mais j'ai dit à tous mes collègues qui ont investi là-dedans, je dis, dépêche-toi en faisant le plus possible et demande le plus d'argent possible, parce que dans un an, c'est fini.
Et je vois aussi sur les forums professionnels, où au début, tout le monde parlait du Dolby Atmos, et puis maintenant, il y a peut-être une personne qui met une réaction toutes les 3 semaines, parce que c'est déjà, à mon avis, c'est un peu passé. Déjà, ouais. Maintenant, c'est peut-être du wishful thinking, parce que moi, je deviens un peu plus vieux, et j'ai pas envie d'apprendre des nouveaux softs, dans ma tête aussi, je me dis non, s'il vous plaît. Mais objectivement, je pense qu'on est déjà passé ce stade, que c'est déjà fini, quoi. Ouais, ok, cool. Dans ta carrière, donc tu as fait une école, puis tu as appris dans un studio. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, de façon peut-être un peu scolaire, il y a des mythes ou des choses qui t'ont un peu, des idées reçues qui t'ont bloqué longtemps et qui t'ont empêché d'évoluer? Dans ma carrière, moi, personnellement, on en a déjà un peu parlé, mais il y avait cette idée d'abord que le mastering, c'est une étape technique pour vraiment les nerds de la technique. Ouais. Que pour faire du mastering, tu dois être déjà le meilleur en mix, en enregistrement, etc. Parce que le mastering, c'est la récompense suprême, quoi. T'es l'empereur du mix. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider si c'est bon, si c'est pas bon. C'est toi qui connais toutes les machines, qui va savoir que le demi-dB, celui-là, avec cette lampe-là, va faire... Enfin, c'était un peu... au début, moi, je faisais que des travaux techniques, donc ça m'intéressait. Mais je savais qu'aux États-Unis, et c'est pour ça qu'ils demandaient $400 la track aussi, parce que c'est des gourous. Ouais. Puis finalement, c'est pas du tout le cas. C'est, comme j'ai dit aussi, c'est plutôt une question d'oreille, à mon avis, de consultance. C'est beaucoup moins... c'est pas de la magie, quoi. C'est juste parce que c'est pas très concret, quand c'est compliqué à expliquer. Mais voilà, je dis, tu mets le cadre autour de la photo, c'est bon. Si la photo est belle, tu mets un petit cadre parce qu'il faut pas attirer l'attention. Si la photo est moche, tu essaies de mettre un gros cadre pour qu'on se dise, ouais, c'est un cadre en or, et on regarde pas la photo. Enfin, c'est un peu... Voilà. Et la photo, tu peux un peu la photoshopper, mais s'il est bien au départ, on touche pas. Enfin, c'est avec ça c'est un peu développé. Donc, je suis parti d'abord de cette idée que moi, j'étais pas capable de le faire, et je suis donc pendant des années resté un peu à l'arrière-plan en faisant des choses un peu plus industrielles. Et ce n'est que parce que j'ai des clients qui ont dit non, moi je veux que c'est toi qui le fasses, que j'ai moi-même, je me suis dit ok, on va essayer. Et j'ai commencé avec des gens en qui je faisais confiance et que je connaissais, etc. Et donc c'est de nouveau un peu ce syndrome de l'imposteur où je me suis dit je suis pas assez bon pour faire ce que je fais. Et ce n'est qu'après, en voyant quand même le palmarès, en me disant, OK, allez, je fais un tiers du hit parade, j'ai des numéros en Angleterre, en France, etc. Il y a un moment, il faut pas faire le con. Il y a un moment où tu peux y aller et dire, OK, non, c'est vrai, je suis pas si mauvais que ça. Et en tout cas, je fais quelque chose qui fait que j'ai masterisé beaucoup de hits. En même temps, je n'ai fait que le mastering. Je suis pas le producteur, je suis pas l'artiste. Donc parfois on me dit, ouais, tu prends un pourcentage sur les... Ah non, moi je suis pas l'artiste, je prends pas le risque non plus. Moi je fais juste la consultance. Donc parfois je trouve aussi que le mastering a pris trop d'importance. Ou trop d'attente parfois. Oui, voilà, mais c'est lié. Et c'est lié à notre discussion des home studios aussi, et le premier professionnel dans la chaîne parfois. Alors que ça doit être le dernier en fait. Oui, voilà. Et donc ça a changé toute la perception du mastering et de ma perception du boulot aussi. Donc l'idée qu'un ingé son mastering est vraiment un pro de la technique, j'ai mis du temps à me dire que c'était une des facettes, mais que c'était peut-être pas ça le plus important. Mais c'est ça, parce qu'on imagine souvent le côté mastering avec des espèces de scientifiques, des mecs qui sont au début c'était comme ça. Oui, c'est vrai. Au début on était dans des blouses blanches, dans les années 40-50 c'était des blouses blanches, parce que en fait ce que moi je fais c'est du pré-mastering. Le mastering en lui-même c'est à l'usine. C'est préparer les bandes mères, et donc en effet on est dans des blouses blanches pour des CD, dans des chambres, etc. Et c'est ça un peu l'image qu'on avait au départ, puis un peu presque de la science. Et puis toi, tu t'es dit, moi, quelque part, l'aspect technique, en fait, tu l'as dit, c'est chouette les machines, mais je m'en fous un peu de savoir que... Moi, c'est le résultat qui compte. C'est la musique, en définitive. Et donc, moi, je tourne mes boutons, et puis j'écoute, je me dis, ça sonne bien, ça sonne pas bien. Et puis parfois, on me dit, oh, ton attaque, elle est hyper lente. Je dis, que j'ai pas regardé, je sais pas, moi, ça sonnait bien. Mais ça a mis du temps un peu à me dire, OK, tu travailles comme ça, c'est bon. Oui. Tu as assez de boulot aussi, tu n'es pas non plus obligé de copier d'autres qui ont une autre façon de travailler, une autre vision du métier. C'est très bien d'avoir des gens différents aussi. Donc ça a été une grosse évolution, mais de nouveau, comme on en a parlé au début, c'était aussi fort personnel.
Oui, c'est pas ta personnalité. Voilà. Mais je pense que c'est pour beaucoup d'autres métiers aussi, pour le mix ou la prod en elle-même aussi. Il y a beaucoup de producteurs qui n'y connaissent rien en technique, et qui pourtant sont des super producteurs, mais c'est aussi une question de pouvoir accompagner l'artiste, de comprendre ce qu'il veut, et trouver les bonnes solutions. Puis il y a des gens qui sont à fond dans les techniques, qui peuvent te sortir toute l'historique d'un micro, d'un machin, et qui sont incapables de te faire sonner. Oui. Donc ça c'est un peu... c'est un peu pour moi le mythe que j'ai moi-même dû un peu avec le temps, adapter à la réalité. Chris, il y a eu des moments, aussi pas des mythes, mais en tout cas des espèces de déclics qui sont faits suite, je sais pas, peut-être à des projets comme des trucs comme tu disais qui ont fonctionné, ou tu as eu des déclics, ou sur ta façon de travailler, à un moment tu t'es dit ouais, j'assume cette façon de faire. Il y a des déclics spécifiques qui ont mené à ça, ou ça s'est fait peut-être progressivement, lentement. Oui, donc de nouveau, je travaille depuis longtemps, donc tout s'est fait relativement progressivement, mais c'est vrai qu'il y a eu des paliers. Oui. C'est vrai que je peux pas le nier, que l'album Racine Carrée de Stromae est un palier. Et un après. Oui. Et il y a un moment où tu sens que là, c'est un gros projet, parce que c'est toute une histoire. Racine Carrée, derrière la scène, je veux dire, juste de ce que moi j'ai vécu déjà, c'était pas gagné d'avance. Je veux dire, il y a eu un single qui était Papa Outé, qui est sorti, mais la réception n'était pas... les radios n'étaient pas fans, quoi. Parce qu'il faut aussi se dire que aujourd'hui on entend en variété française, 9 fois sur 10, c'est du sous Stromae, où c'est influencé par... c'est-à-dire des petites rythmiques digitales avec quand même une petite guitare parfois africaine, et puis on chante et on rappe dessus, et on fait, c'est un mélange de plusieurs styles. Mais à ce moment-là, Papa Outé, en tout cas dans la variété française, c'était un ovni. Et donc beaucoup de radios se disaient mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, et on avait travaillé dessus, et je me suis dit ouais, ça va être un gros machin, et puis j'entends Studio Bruxelles, ils le passent, et puis ils disent aux auditeurs est-ce que ça va être un hit ou pas, vous pouvez choisir, et puis 80% dit non. Ah, on va plus le passer. Ah ouais. Alors moi, je dis, oh merde, parce que moi, je pensais que ça sonnait super bien. Et j'avais tout mis dedans, et Lionel aussi, tout le monde, toute l'équipe et tout. Puis il y a eu le Stut formidable, avec le clip vidéo, où moi, j'étais pas au courant non plus, mais ça a relancé la carrière de Papa Outé, parce que brusquement, il y avait 2 singles. Ouais. Et là, je me suis dit, oh zut, maintenant, il y a l'album, et c'est pour Universal France. Là, il y a eu un élément de stress, quoi, en me disant, est-ce que je vais être capable de le faire. Heureusement, franchement, Lionel mixe super bien, et il est aussi bien dirigé par Stromae et l'équipe, etc. Donc c'était un projet finalement hyper facile. Mais moi, j'avais fini le master en 1 heure et demie, c'était fini. Parce que je me suis dit, bon, pour moi, c'est bon. Ouais. Pourquoi je vais encore chipoter pendant des heures? Et après, il y a eu 10, 20 versions, parce que surtout qu'ils changeaient les mix. Ouais. Ils changeaient une loop par-ci, mais le mastering était fini. Même chose avec le Multitude, le dernier album, c'était comme ça aussi. Donc là, moi aussi, je me suis dit, c'est ma façon de travailler. Je suis vite intuitif. Si je dois passer plus d'1 quart d'heure sur une chanson, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et je sais que si je fais un album complet, je vais passer 3-4 heures pour faire le gros œuvre. Bon, si tu comptes tout, oui, ça va faire 8-9 heures. Mais si je suis avec un client studio, je vais pas passer 8 heures sur son album, c'est pas possible. Alors qu'il y en a d'autres qui le font. Et donc pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je peux pas passer 8 heures sur un album, moi? Pourquoi eux le font et facturer 8 heures de studio? Alors que moi, non, moi, 4 heures, c'est bon. Pourquoi je vais pas te facturer 4 heures pour écouter, ou pour faire des choses qui... Et là, de nouveau, pour moi-même, je me suis dit, non, ok, c'est bon, c'est ta façon de travailler. C'est comme ça que tu fais. Et si les gens sont contents, tant mieux. S'ils sont pas contents, il y a d'autres possibilités. Et tant que je vois que j'ai du boulot et que j'ai les hits, pour dire, alors je dois rien changer à ma façon de travailler. C'est ça le plus gros déclic, en fait, c'est accepter que ce que tu fais est bien et ce que tu es. Voilà, et ouvrir les yeux et te dire, j'ai des résultats, c'est bon, il ne faut pas faire le compliqué maintenant. C'est ça. Ça me fait penser à une anecdote, une fois on avait discuté, pour voir si tu es toujours, parce que comme tu te tracasses toujours un peu par rapport au flux de travail, je me souviens que tu avais expliqué que voilà, le top 50 en Belgique, c'est quoi? Ça sort le jeudi, c'est ça? C'est le dimanche en France. C'est l'ultra top, je sais pas quoi. Et donc du coup, systématiquement, chaque semaine, tu vas voir et tu dis, ah, ça va, j'en ai fait autant dans le top 50, c'est que tout va bien, je suis encore sur la bonne moyenne. Voilà. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut un peu de chance. Il faudrait juste pour le label qui a juste les 5 numéro 1, parce que ça arrive énormément. Mais bon, ça me donne une petite idée quand même aussi. Parce que c'est très bien de se remettre en question aussi. Je suis pas sur l'autoroute. C'est ce qui a drivé toute ton évolution, je pense.
Oui, il y a un moment où tu te mets trop en question, puis il faut pour pouvoir aller en 6e vitesse et te dire, OK, maintenant j'y vais parce que ça marche. Et puis il y a un moment où tu dois prendre un virage, où il y a une opportunité, ou un truc où tu dis, maintenant je vais essayer ça, ou tiens, ça fait 3 clients d'affilée qui me demandent de faire beaucoup de corrections, est-ce que c'est peut-être pas moi qui... Tu vois. Et alors là, je vais alors prendre un peu plus de temps d'écouter à la maison, d'essayer d'autres choses. Voilà, et puis, mais très souvent, c'est par hasard qu'il y en a 3 d'affilée qui ont des remarques. Mais c'est quand même un moment pour s'arrêter et se dire... se poser la question. Où est-ce que les haut-parleurs sont bons, il n'y a pas les tweeters qui sont cassés. Enfin, donc voilà, parfois il faut un peu s'arrêter, prendre le temps, et puis on repart. Mais le problème en Belgique aussi, et peut-être que vous avez rencontré ça avec tous vos interviews, etc., c'est que le gâteau de la musique, dans le mix et le mastering spécifiquement, on le coupe en morceaux de plus en plus gros. Je veux dire par là que si tu regardes qui est-ce qui mixe en Belgique, tu vas te retrouver avec 4-5 personnes qui font 90% du boulot. Et en mastering, c'est la même chose. Tu regardes qui est-ce qui fait vraiment du mastering, mais qui vraiment masterise, qui a vraiment les hits, quoi. Tu vas te retrouver avec peut-être 3-4 personnes. Et ça devient... Pour moi, même si j'ai de la chance d'être une de ces 4 personnes, ça devient peut-être un problème aussi d'uniformisation, et ça montre aussi, et je crois on retrouve ça dans la musique et le cinéma aussi, que tout devient très uniforme et que les gens vont dans ce studio pour mixer et masterer chez celui-là parce qu'il a fait tout ça. La formule, quoi. Voilà, mais le côté artistique et la prise de risque et tout, ça diminue de plus en plus et... peut-être aussi parce que beaucoup de gens ne sont pas très sûrs de ce qu'ils font, c'est normal aussi, et qu'ils vont donc essayer de trouver des valeurs sûres, qu'au moins à cet endroit-là, on va faire un bon boulot. Mais ça, je trouve ça un petit peu... Et c'est en France la même chose. Il y a quelques années, il y avait les 15 nommés pour la chanson de l'année. Les 13 étaient mixés par Jérémy Thuil et masterisés par Chab. Enfin, 13 sur 15, donc très bien pour eux. Mais ça te donne quand même une idée de l'évolution du marché. En tout cas, musicale, de la production musicale dans le monde, parce que c'est partout un peu la même chose. Imaginons que tu puisses revenir au début de ta carrière, prendre on va dire une machine à voyager dans le temps, et te donner un conseil ultime pour que tu puisses faire la carrière que tu as fait. Le meilleur conseil que tu pourrais te donner à toi-même si on revient 30 ans en arrière. Idéalement, c'est de faire exactement la même chose. Ok. Oui, mais donc c'est-à-dire... Je suis le premier à être étonné... Je ne vais pas dire que je suis au top, mais je suis le premier étonné, vu mes capacités que je pensais ne pas avoir, de me retrouver où je suis maintenant. Je travaille pour des gens. Là, je viens de faire une BO pour Craig Armstrong, qui est un compositeur anglais qui a fait toutes les cordes et tout pour Massive Attack, etc. Et qui vient de me dire « Ouais, ton master est super, je viens tout faire chez toi. » Je dis « Mais attends, ma tête explose. » J'ai fait un mastering il y a 2 semaines pour un producteur de trance américain qui s'appelle BT, qui, moi, quand j'étais jeune, était mon idole parce qu'il a inventé le stutter edit, là, le truc qui fait dans le son, etc. Enfin, il était un type... Et il disait, ouais, chez toi, c'est super, tu gardes la dynamique. Enfin, ma tête explose. Donc, tout ça vient du fait que j'ai pris mon temps et que j'avais pas confiance en moi et j'ai donc regardé ce que les autres faisaient et j'ai appris et je rends compte aussi de la chance que j'ai eue, que c'était la bonne période, qu'on m'a donné le temps. Et finalement, on m'a payé aussi pour être formé, etc. Et qu'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, ils font l'IAD ou d'autres études. Et puis, c'est tout de suite... C'est à toi, mon gamin. Il n'a plus le temps d'aller apprendre. Donc, de ce côté-là, j'ai eu énormément de chance et donc je ne changerai rien du tout. La seule chose, peut-être, que je ferais, c'est de peut-être essayer quand même d'aller plus vite à un niveau un peu plus professionnel, de pas... J'ai peut-être fait un peu trop de compiles alors que j'aurais pu dire par moi-même maintenant j'en ai marre, je fais mon propre truc. Tu te dirais fais-toi un tout petit peu plus confiance mais continue à toujours te poser les bonnes questions. Oui, voilà. Et ça je dis aussi à beaucoup de stagiaires qui viennent, etc. aussi, parfois tu as une idée en tête. Moi je voulais mixer, en fait je voulais être producteur, idéalement je voulais produire des disques, c'est ça que tu as en tête, c'est ton rêve. Mais dans la vie et dans le métier de la musique, il y a tout plein d'autres métiers dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Moi, je ne savais pas que le mastering existait quand j'ai commencé. C'est tombé par hasard. On m'a proposé. J'ai dit ouais. Et puis finalement, c'est devenu une passion. Et donc, je dis à mes stagiaires aussi, tu as peut-être quelque chose que tu veux faire, mais peut-être qu'il y a un autre cheval qui passe et tu vas peut-être sauter dessus. Et te dire, waouh, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc il ne faut pas toujours se caler non plus sur
sur un but. C'est bien d'avoir un but dans la vie, hein, mais... Il faut rester ouvert, quoi. Et surtout en musique. Ouais. Tu peux dire, ouais, j'aime pas le live. Et puis peut-être qu'une fois, tu vas faire un live parce qu'on t'a proposé un truc, et puis tu vas dire, mais en fait, j'adore faire du live. Hein, enfin, des choses comme ça. Donc, il faut essayer de rester bien ouvert aux possibilités. Et surtout, encore aujourd'hui, où c'est quand même pas un milieu facile, où il n'y a pas des boulots partout, mais il y a beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup d'argent dans la musique aussi. C'est vrai. Hein. Mais il y a beaucoup de possibilités, donc il faut bien rester avec les yeux ouverts et ne pas se dire ouais, non, le mastering, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je veux faire du mix. Parce que peut-être que, justement, après, tu vas te dire, en fait, heureusement que je n'ai pas fait du mix, parce que je sais que dans la tête, par exemple, je ne suis pas logique. Donc, moi, une table de mix, aux, send et tout, ça explose. Hein. Alors qu'au début, je pensais vraiment que j'allais faire ça. Et maintenant, je sais que du mastering, j'ai un patch, il est tout simple, ça sort et ça rentre. J'ai même dû faire une photo pour pas me tromper de trou. Mais à côté de ça, j'ai d'autres capacités qui ont fait que voilà, j'ai quand même réussi. Hein. Donc, si je devais donner un conseil, c'est de bien rester attentif aux possibilités qui se présentent, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est un conseil que tu pourrais donner maintenant à tes stagiaires ou à des étudiants. Et si maintenant, un jeune maintenant, donc, dit tiens, j'ai envie de prendre ta place, entre guillemets, de faire du mastering, qu'est-ce que tu lui donnerais à lui spécifiquement comme conseil alors? D'abord de ne pas le faire. Voilà. C'est marrant, ça ressemble un peu à une réponse de Charles pour si tu veux devenir mixeur, tu vois, il avait un peu la même réponse. Oui, mais c'est pas... J'en ai vu beaucoup qui ont commencé et autant qui sont arrêtés très vite aussi. Hein. Parce que c'est pas toujours... on se dit, ouais, peut-être il faut un peu moins de matos qu'un studio, hein, parce que parfois c'est une question de facilité aussi, et parfois on n'a pas le feeling pour le faire. Hein. Tu veux être cuisinier, mais parfois il y a des gens qui savent pas faire la cuisine. Ils savent bien suivre la recette, mais finalement, c'est pas... Hein, tu vois, le résultat, il n'y a pas le petit truc en plus. Donc voilà... Et sinon, les conseils que je donnerais, c'est ne pas rester en Belgique. Enfin, je veux dire, physiquement, tu peux rester en Belgique, mais tout de suite développer ça de façon internationale. Donc, par exemple, si tu as un site web, parce que je trouve qu'un site web est toujours important encore, fais-le en anglais tout de suite, par exemple. Tu vois, essaye de viser un peu plus haut que la Belgique, parce que la Belgique, elle est saturée de toute façon. Donc, déjà, ne fût-ce que la France, l'Allemagne, tous sont des énormes marchés. Donc, et en mastering aussi, la concurrence est mondiale, puisque la plupart des choses se font via... Très facile d'envoyer voilà. à gauche à droite. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de ne pas être disconnect, parce qu'au début, tu ne connais rien. Donc, essayer d'avoir juste le bon mélange de confiance en soi et en même temps être à l'écoute de l'artiste. Parce que j'en ai vu aussi beaucoup qui étaient sûrs de leur coup et qui ont dit à l'artiste j'en ai marre de tes trucs, moi je sais ce que je fais, alors qu'en fait c'était très très mauvais. Mais, donc voilà, ce sont toujours des choses personnelles quoi, qui jouent, c'est d'être ouvert mais pas trop et savoir que voilà, il y a un monde entier qui attend un bon ingénieur son de mastering quand même aussi, et pas trop cher, mais pas trop bon marché, fait pas gratuit, enfin des choses pas hyper concrètes non plus, mais je crois que c'est devenu compliqué, parce que comme j'ai dit, le gâteau, on est de moins en moins de gens à pouvoir vraiment gagner notre vie avec ça, parce que le milieu évolue comme ça aussi. Autre chose, si tu aimes bien le reggae, tu fais du mastering reggae, tu vois, tu fais que ça alors t'es le meilleur. Si t'es le meilleur en faisant du reggae, tu vas pas avoir une niche, tu vois, c'est un chenil que tu vas avoir alors, hein, parce que là tu vas avoir assez de boulot. Si tu fais que du reggae, tu fais du métal, c'est un truc typique. Il y a personne qui fait du bon mastering du métal en Belgique. Voilà. Et il y a tout plein de groupes, surtout en Wallonie, qui aiment bien un peu de rock, bien. Si tu parviens à te positionner dans ce créneau-là, en disant mais c'est pour d'autres choses aussi, hein, pour le rap, si tu as un bon micro, que tu sais bien enregistrer des voix, parce que y a personne qui sait, enfin pour du rap c'est vite, ils font vite ça dans leur chambre, etc. Ça sert à rien, mais si tu as investi dans un bon micro, tu as une bonne petite un booth pour enregistrer et tout, enfin il y a tellement de possibilités aussi, hein, et tu commences petit, et puis voilà, moi au début on me disait toujours il fait que de la dance, parce que je faisais Tiesto et donc je fais que de la dance. Au début, oui, j'ai fait que de la dance. J'ai fait les gros trucs de dance. Et puis après, ça se développe, tu as le temps, hein, en principe. Surtout si tu es jeune.
Si ça ne marche pas à 20, ça marchera peut-être à 30. Dernière question, si les gens, après tout ce qu'ils ont vu, disent, ça c'est le mec qu'il me faut pour mon mastering, comment ils peuvent voir, enfin, déjà voir ton travail ou te contacter? Je pense que, je sais qu'il y a un site internet qui est bien fait, mais sinon c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Donc en effet, d'abord j'ai fait un site, j'ai mis beaucoup d'argent pour avoir un bon site, parce que je trouve que c'est hyper important, très simple, mais il y a surtout les prix, là, voilà. Il y a les prix, parce que les gens veulent savoir les prix, donc ça c'est clair. Après, il y a mon adresse mail. C'est pour moi le plus simple parce que ça arrive devant moi tout de suite. Je peux répondre tout de suite aussi. Voilà. À côté de ça, il y a Facebook, Insta. En gros, c'est plutôt ça. Il y a le téléphone qui est sur le site aussi, si je me souviens bien. Voilà. Sinon, beaucoup de choses se font via Internet, mais les gens sont toujours le bienvenu au studio, même si avec des choses non terminées. Il y a des gens ils sont au milieu d'un mix, quoi, et puis ils disent est-ce qu'on va dans la bonne direction, et alors on vient écouter ici, on en discute pendant une demi-heure, hop, et ils continuent à travailler. Donc voilà, et c'est pas toujours payant, c'est même souvent gratuit. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de. Enfin, l'idée c'est d'un peu développer la collaboration et de la confiance, voilà. Ok. Merci beaucoup. C'était riche. Il y a eu beaucoup de choses et c'était riche en enseignements. Merci pour ton temps. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Merci à très bientôt. Au revoir.